Voici l'histoire d'un prêtre chargé d'une noble mission, ressusciter un héros bien particulier. Pourtant, cette tâche s'avère épuisante, surtout quand le héros meurt, encore une fois. Notre héros endure une nouvelle résurrection, épuisant une fois de plus la prêtresse chargée de le ramener à la vie. Chaque retour est un fardeau, et la lassitude se fait sentir. Malgré tout, il reste impassible, conscient du poids de sa mission. La prêtresse exprime son exaspération face à la nouvelle mort du héros, qui s'est produit non seulement hier, mais aussi la veille. Lui, impassible, garde le silence. Elle s'interroge alors sur sa solitude et l'absence de ses compagnons d'aventure. Déterminé à avancer malgré tout, il s'éloigne sans un mot. La prêtresse, à la fois inquiète et résignée, lui lance un dernier avertissement, qu'il évite de mourir à nouveau. Pourtant, le lendemain, elle se retrouve à nouveau face à son corps inerte, impuissante devant cette répétition douloureuse. Jour après jour, la prêtresse s'épuise à ressusciter le héros, répétant inlassablement son appel désespéré. Chaque renaissance est un combat, marqué par la fatigue croissante de celle qui le ramène à la vie. Malgré la répétition, le héros se relève, impassible, prêt à affronter une nouvelle fois son destin. La prêtresse, épuisée mais déterminée, s'entraîne sous la cascade, affirmant à quel point cet effort est exténuant. Deux novices, intrigués, lui demandent des explications sur le héros dont elle parle, celui qui meurt sans cesse. Elle confirme d'un ton sérieux qu'il s'agit bien de celui qui connaît la mort à répétition. Les novices s'interrogent sur le héros qui meurt sans cesse, étonnés d'apprendre qu'il est seul et qu'il est mort 2 fois la veille. Elles spéculent sur les raisons de sa solitude, se demandant s'il est maudit ou s'il cache quelque chose, tandis que la prêtresse les met en garde contre la distraction. Sous la cascade, la prêtresse réagit vivement à la suggestion d'une romance au sein de son office. Elle met en garde contre le fait de trop s'attacher à un partenaire de travail, affirmant que cela ne se termine jamais bien. Malgré sa gêne, elle insiste pour qu'on laisse le héros tranquille. Le lendemain, les novices s'interrogent vivement sur le héros qui meurt sans cesse, curieuses de comprendre ses motivations. Elles se demandent s'il n'a pas peur de mourir, s'il est poussé par une détermination particulière, ou même des raisons religieuses. Haruto, lui, semble soudainement attentif à leurs questions, tandis qu'une novice affiche une expression inquiète. Haruto avoue que la compagnie des autres lui fait plus mal que la mort elle-même, révélant ainsi sa profonde introversion. Face à cette confession, une novice réalise soudainement à quel point il est un personnage dangereux. Son regard change, marquant une prise de conscience importante. Haruto avoue qu'il s'appuie sur le pouvoir du prêtre pour être ressuscité. Conscient que les héros peuvent revenir à la vie dans ce monde, il tente maladroitement de s'excuser, ce qui surprend son interlocutrice. La novice, avec un sourire malicieux, plaisante sur l'énorme prime accordée aux héros ressuscités, ce qui dédramatise un peu la situation. Malgré cela, elle le sermonne vivement de ne pas mourir, insistant sur l'importance de sa survie. Haruto, un peu gêné, promet de faire de son mieux tandis qu'elle lui propose de l'accompagner jusqu'à la sortie. Haruto avoue qu'il s'appuie sur le pouvoir du prêtre pour revenir à la vie dans ce monde, ce qui surprend la novice. Elle s'interroge avec étonnement sur cette dépendance, surtout alors qu'il risque sa vie en combattant. Malgré tout, elle rappelle avec fermeté que même ressuscité ne supprime pas la douleur de la mort. Alors qu'il s'apprête à partir, le héros s'arrête brusquement, comme s'il avait une dernière chose à dire. La novice, les mains jointes en signe de prière, lui rappelle avec douceur mais fermeté l'importance de sa promesse. Leur échange se conclut sur un sourire rassurant, scellant leur accord tacite. La novice lui adresse une bénédiction avec un sourire éclatant, lui souhaitant la protection divine. Elle avoue en plaisantant qu'elle ne prie jamais de cette façon, rendant ce moment exceptionnel. Haruto, surpris, capte toute la sincérité et la chaleur de cet instant unique. Haruto, touché par la gentillesse inattendue de la novice, avoue que c'est la première fois qu'on le traite ainsi. Ému, il promet de ne jamais oublier cette bienveillance tout au long de sa vie. La novice lui répond avec un sourire complice avant de lui souhaiter bonne route, scellant ce moment d'échange sincère. La novice, satisfaite, s'étire en douceur avant de se reprendre. Elle conclut avec un sourire malicieux, certaine que sa bonne action lui vaudra une augmentation méritée. Puis, d'un pas assuré, elle referme la porte derrière elle, laissant derrière elle une atmosphère apaisée. La novice quitte la chapelle avec assurance, laissant derrière elle une atmosphère empreinte de sérénité. Un cercueil flotte doucement au centre, entouré d'anges lumineux, symbole d'une protection divine toujours présente. Malgré la gravité du lieu, elle s'amuse avec légèreté, affirmant que la vie est bien trop courte pour se prendre au sérieux. Notre héroïne constate avec étonnement que le corps du héros est complètement brisé, victime d'une mort brutale.
Elle lance un sort pour le ressusciter tandis qu'il reprend conscience, encore groggy, malgré ses blessures, il salue la jeune femme, qui le taquine gentiment sur sa nouvelle mort. Malgré ses blessures encore vives, il s'excuse pour les ennuis causés et promet de retourner au donjon, elle le taquine gentiment sur sa propension à mourir souvent, tout en lui conseillant de se reposer un peu avant de repartir. Leur échange, mêlant humour et complicité, montre la force de leur lien malgré les épreuves. La jeune femme questionne le héros sur son choix de devenir un héros, lui suggérant qu'il serait plus adapté en mage ou prêtre. Lui, un peu hésitant, révèle que son parent est également un héros, ce qui semble influencer sa décision. Leur échange léger révèle des doutes et des attentes, tandis qu'elle l'encourage à suivre sa propre voie malgré tout. La jeune femme explique avec fierté que son talent est exceptionnel, puisqu'elle a été repérée par le grand prêtre et travaille désormais à l'église. Elle vante son don divin de pouvoir ressusciter Yushasama, ce qui lui assure un métier parfait, même si cela la rend très occupée à cause des nombreuses morts du héros. Ce dernier, un peu gêné, la taquine sur le fait qu'elle risque de se faire gronder pour ne rien faire d'autre que prier tout en étant bien rémunérée. Malgré un léger malaise, elle le taquine pour le remonter, l'incitant à garder le moral, puis, avec un sourire malicieux, elle lui demande soudain quelque chose, avant de prendre une pause joyeuse pour une photo improvisée. Elle demande timidement s'il peut poster leurs photos sur Maosta, un réseau social de leur monde. En voyant les réactions exploser instantanément, elle s'amuse de la popularité inattendue de leur publication. Lui, un peu surpris, réalise que le héros ne passe jamais inaperçu, même en ligne. Le héros s'inquiète des possibles réactions négatives à leur publication, mais elle le rassure avec assurance, insistant sur le fait que tant que Yushasama travaille dur, tout ira bien. Voyant son hésitation, elle le taquine gentiment avant de se réjouir en observant l'augmentation rapide des réactions, savourant cette popularité grandissante avec enthousiasme. Elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles le héros meurt autant, malgré son équipement soigneusement préparé et sa connaissance du terrain, lui explique calmement qu'il choisit toujours le meilleur matériel et étudie les informations ennemies avant chaque mission. Malgré tout, il admet que la mort reste fréquente, ce qui la surprend, puis, il partage une réflexion sur la créativité, comparant la diversité des œuvres à l'utilisation d'un même outil magique, soulignant que chacun apporte sa touche personnelle. Le héros admet que, malgré le meilleur équipement, sa faiblesse personnelle rend tout cela vain. Face à la proposition d'avoir des coéquipiers pour l'aider, il refuse catégoriquement, ne voulant pas mettre la vie des autres en danger. La jeune femme, touchée par sa gentillesse, comprend mieux sa solitude et son sens du sacrifice. Le héros avoue que, pour un introverti, négocier avec des compagnons sans les connaître est pire que de mourir. La jeune femme, touchée, lui assure qu'il n'a pas besoin de risquer sa vie pour cela, car il sait déjà bien communiquer avec elle. Leur échange sincère révèle une nouvelle complicité entre eux. Le héros tente de comprendre pourquoi l'Église l'a recruté, évoquant son talent exceptionnel. La jeune femme le complimente en le qualifiant de génie, ce qui le gêne visiblement. Malgré les doutes sur sa vocation, il confie avoir même consulté son parent, l'ancien héros, pour trouver des réponses. L'ancien héros encourage notre protagoniste à persévérer malgré les échecs, lui assurant qu'il finira par vaincre le roi démon. De retour auprès de ses compagnons, celui-ci reçoit des encouragements enthousiastes, tandis que la jeune femme exprime son scepticisme face à ses paroles pleines d'optimisme. Le héros explique que ceux qui ont sauvé le monde ont souvent un rapport compliqué à la vie et à la mort, ayant traversé d'innombrables situations critiques. Ses compagnons expriment leur malaise face à cette réalité, même s'ils reconnaissent l'importance des exploits passés. Malgré tout, ils décident de persévérer, avançant pas à pas comme son père le lui a conseillé, ce qui surprend la jeune femme. Le héros avoue qu'il déteste la douleur et doute parfois d'être fait pour cette vie, au point de vouloir fuir. La jeune femme, avec un sourire doux, confie que même si la mort la guette, elle est heureuse de pouvoir voir cet homme. Leur échange sincère révèle la complexité de leur rapport à la vie et au destin, mêlant réalisme et tendresse. La jeune femme promet de le ressusciter autant de fois qu'il le faudra, l'encourageant à donner le meilleur de lui-même. Touché, il la remercie avec sincérité avant de se mettre en route, prêt à affronter ce qui l'attend. Leur échange, empreint de confiance et de détermination, scelle leur alliance dans ce lieu empreint de solennité. Elle lui rappelle avec un sourire qu'il doit absolument survivre, car le fait de le ressusciter est une véritable corvée. Touché par son sérieux, il acquiesce avec détermination, conscient du poids de leur alliance. Haruto décline avec détermination, prêt à partir affronter son destin. La jeune femme lui adresse un dernier sourire encourageant avant qu'il n'active un portail magique de téléportation. Seule,
elle reste devant la porte, confiante et résolue, tandis que l'aventure commence. Elle soupire en pensant au poids de sa responsabilité, espérant sincèrement que notre héros ne périra pas à nouveau, malgré la tension, elle se prépare mentalement, étirant ses bras avec détermination, son regard reste fixé vers l'avenir, mêlant inquiétude et espoir. Alors que le cercueil lévite au centre de la chapelle, une atmosphère lourde s'installe, la jeune femme, toujours confiante, s'adresse au cercueil avec une pointe d'exaspération, l'incitant à abandonner cette voie périlleuse et à changer de destin, son regard reste fixe, mêlant frustration et espoir. La prêtresse, visiblement exaspérée, s'adresse fermement à quelqu'un, lui demandant combien de fois elle devra répéter son message, son ton est à la fois autoritaire et direct. La prêtresse, visiblement agacée, reproche à son interlocutrice de ne jamais l'écouter malgré ses nombreuses mises en garde, elle insiste avec fermeté pour qu'elle prête enfin attention à ses paroles. Malgré l'autorité de la prêtresse, son interlocutrice reste détendue et sûre d'elle, affirmant qu'elle se débrouille très bien ainsi, elle tente même de détourner la conversation en vantant son apparence, ce qui agace profondément la prêtresse, soucieuse des résultats et de la compétence. La prêtresse s'emporte face à l'attitude détendue de son interlocutrice qui détourne la conversation en parlant de son apparence, elle lui reproche de toujours changer de sujet et insiste pour qu'elle écoute enfin le véritable sens du service divin, une tension palpable monte entre elles, soulignée par un bruit sourd qui attire leur attention. Soudain, un bruit sourd retentit, attirant leur attention vers un cercueil, deux jeunes femmes paniquées s'approchent, alertant la prêtresse de la gravité de la situation, malgré son autorité, elle se fait doucement écarter pour laisser place à une autre, prête à intervenir face à ce qui semble être une scène difficile à affronter. Une nouvelle intervenante arrive avec assurance, s'excusant du retard, puis prépare un sort spécial en direction du cercueil, elle semble prête à agir face à la situation délicate qui se présente. Notre héros se relève, accueilli par un sourire espiègléen, morning, plein d'assurance, malgré la gêne, il s'excuse d'avoir encore une fois été ressuscité, tandis qu'elle, avec un mélange de sérieux et de légèreté, le remercie ironiquement d'être mort. Le héros explique qu'il a pu échapper au cours parce qu'il est mort et est réapparu, avec un sourire, elle confirme ironiquement que sa mort lui a permis de s'éviter la leçon, trouvant la vie d'un héros bien trop facile. L'archiprêtre insiste sur l'importance d'adopter une attitude, une apparence et un comportement exemplaires pour montrer leur gratitude envers le pouvoir divin qui leur permet d'accomplir des miracles et de lancer des sorts. Notre héroïne, un brin malicieuse, admet que la magie est utilisée constamment, mais avec une certaine honnêteté. Malgré les recommandations de l'archiprêtre, elle montre avec fierté qu'elle peut accomplir ses miracles même en étant maquillée, avec des ongles soignés et vêtue de manière peu conventionnelle, elle va jusqu'à démontrer qu'elle peut lancer ses sorts en utilisant ses pieds, impressionnant ainsi notre héros. Pour elle, cette rigidité dans l'apparence est bien trop étroite d'esprit. Elle affiche fièrement sa tenue audacieuse, demandant avec un sourire charmeur si elle ne la trouve pas mignonne. De son côté, lui se sent mal à l'aise, regrettant de ne pas pouvoir complimenter une fille aussi facilement. Notre héros admire la dextérité de la jeune fille, qui explique que maquiller un visage et des ongles aux surfaces irrégulières demande une véritable habileté. Intriguée, elle lui demande alors s'il dessine, ce qui le met visiblement mal à l'aise. Il confie qu'avec l'aide de son père, le 22e héros, il a voulu créer un livre illustrant les monstres vaincus, leurs forces et faiblesses, pour les générations futures. Il s'est donc attelé à dessiner ces illustrations, bien que son travail soit encore imparfait. Enthousiaste, elle lui demande de lui montrer ses dessins. Il lui montre fièrement ses dessins, comparant son croquis encore imparfait à celui, beaucoup plus abouti, de son père. Impressionnée, elle l'encourage à se concentrer sur son talent artistique plutôt que sur sa carrière de héros, suggérant même qu'il devrait changer de voie. Malgré tout, il reste déterminé à continuer à être un héros tout en cultivant son art. Malgré son embarras à évoquer sa vie sentimentale, il reste concentré sur son objectif, elle le rassure avec un sourire, lui affirmant que l'essentiel est de vaincre le roi démon. Encouragé, il promet de donner le meilleur de lui-même pour y parvenir. Le héros s'inquiète de la résurgence trop rapide du roi démon, alors qu'il devrait y avoir des siècles de paix après son scellement. Il confie que son plan de vie, basé sur les exploits de son père, est compromis, ce qui a fait s'effondrer sa passion pour l'art. Face à cette situation, il jure de ne pas pardonner au roi démon, tandis qu'elle le taquine sur sa motivation. Le héros s'interroge sur la résurgence du roi démon et se demande si quelqu'un a brisé le sceau ou si son père a commis une erreur. Elle rit doucement, trouvant les deux hypothèses aussi mauvaises l'une que l'autre.
Alors qu'il s'apprête à partir, le héros tente maladroitement de complimenter sa tenue, rougissant face à sa propre gêne, elle le regarde, surprise, ne s'attendant pas à ce soudain élan de franchise. Alors qu'il s'éloigne, il se ravise brusquement, l'appelant à s'arrêter, surprise, elle lui demande ce qu'il veut, il rougit et, pris de panique, elle le pousse à répéter ce qu'il vient de dire. Le héros, pris d'un élan de courage, demande à la jeune femme si elle peut reconnaître son compliment sur sa tenue, surprise, elle répond joyeusement, tandis qu'une autre femme, plus sérieuse, observe la scène avec un air dubitatif. Un énorme monstre surgit, semant la panique parmi le groupe. Mia, l'archère, réalise que la situation est catastrophique, tandis que Refi, l'épéiste, tente de garder son sang-froid malgré la peur. Mao, la guerrière, se place en première ligne pour protéger ses compagnons, leur ordonnant de fuir pendant qu'elle retient la bête. Un héros de passage aperçoit la scène et hésite à intervenir, conscient qu'il ne s'agit pas de ses affaires, mais inquiet face à la supériorité du monstre. Il se rappelle les exploits de son père et des héros d'antan, mais la peur de paraître ridicule l'empêche d'agir immédiatement. Finalement, il se décide à venir en aide, malgré son embarras. Haruto réalise soudain que le groupe est composé uniquement de femmes, ce qui le déstabilise. Conscient de la puissance de leurs adversaires, il décide malgré tout de battre en retraite pour le moment, au grand désarroi de l'une des combattantes qui refuse de laisser Mao mourir. Notre protagoniste tente de la calmer, convaincu que c'est la seule option viable pour l'instant. La bête attaque violemment, frappant Mao qui s'effondre sous le choc, tandis que ses compagnes crient son nom. Paniqué, Haruto, encore hésitant, serre son épée, prêt à intervenir malgré ses doutes. Le monstre imposant surgit devant le groupe, semant la stupeur. Personne ne semble savoir d'où il vient ni comment l'affronter. Malgré l'incertitude, notre protagoniste décide soudain de se jeter seul dans la bataille, au grand étonnement de ses compagnes. Sans hésiter, il déchaîne une technique secrète, la 17e art secret du style héroïque à l'épée. D'un saut puissant, il tranche violemment la bête en plein vol avec son attaque le Sky Slash. La bête gît à terre, tranchée net par l'attaque fulgurante du héros. Autour, ses compagnes restent bouche bée, impressionnées par la puissance déployée. Certains murmures révèlent enfin son identité. Haruto, le 23e héros, connu pour combattre seul et défier la mort sans former d'équipe. L'ORC redoutable, spécialiste des frappes rapides, s'élance vers le groupe, semant la panique. Notre héros intervient au dernier moment, saisissant l'une de ses compagnes pour la protéger d'une attaque imminente. Son geste rapide et précis impressionne et rassure celles qui l'entourent. L'ORC fonce sur le groupe, semant la panique, mais notre héros réagit aussitôt en protégeant l'une de ses compagnes, lui ordonnant de fuir vers les alliés. Sans perdre une seconde, il prépare une attaque décisive, prêt à affronter seul l'ennemi menaçant. Haruto porte un coup décisif, le Heaven L Slash, tranchant l'ORC avec une puissance impressionnante. Malgré cette attaque, il s'effondre, épuisé et en difficulté, réalisant que la bataille est loin d'être terminée. Le poids de l'ennemi vaincu pèse lourd sur ses épaules, mais il reste déterminé à continuer le combat. Alors que la tension retombe, une prêtresse au style décontracté se met à nettoyer avec entrain, utilisant sa magie pour faire léviter les balais et les papiers. Ses compagnes, choquées, lui reprochent vivement d'employer la magie pour une tâche aussi triviale, soulignant l'absurdité de la situation. La prêtresse s'emporte vivement, rappelant que la magie est un pouvoir sacré donné par les dieux et ne doit pas être utilisée pour des tâches aussi banales que le ménage. Elle insiste pour que les humains accomplissent eux-mêmes ces corvées, tandis que sa compagne, amusée, demande si elle peut au moins utiliser la magie pour atteindre les endroits en hauteur. La prêtresse conclut en affirmant qu'ils engageront des professionnels pour les tâches plus difficiles, encourageant chacun à faire ce qu'il peut par ses propres moyens. La prêtresse explique que la magie, tout comme la foi, a ses limites et doit être conservée avec soin. Elle rappelle que Yushasama meurt à une fréquence absurde, ce qui justifie la prudence dans l'usage du pouvoir. Sa compagne trouve cette rigueur un peu sévère, mais finit par reconnaître la sagesse de son raisonnement. La compagne, un brin désinvolte, avoue avoir nettoyé l'hôtel à moitié, convaincue que Yushasama mourra de toute façon et que la saleté reviendra vite. La prêtresse s'insurge, rappelant qu'il faut garder l'hôtel propre justement parce que Yushasama est là. Finalement, elles conviennent de faire les choses correctement, la compagne promettant de nettoyer sérieusement après avoir rapidement ressuscité leur héros. La compagne, un brin moqueuse, s'apprête à utiliser son ultime technique pour ressusciter le héros, lançant un sort puissant. Malgré la douleur, il tente de se relever, tandis qu'elle le salue d'un « bonjour », plein d'assurance, prête à reprendre le combat.
Haruto remarque que la magie utilisée pour le nettoyage a été excessive, ce qui a affaibli la compagne. Elle s'excuse, expliquant qu'elle devra récupérer avec une potion, car ces potions sont coûteuses. Elle demande alors la permission de manger quelque chose avant de pouvoir utiliser la magie de soin, ce que le héros accepte sans hésiter. Haruto interroge la compagne sur le type de magie alimentaire qu'elle souhaite utiliser. Intriguée par cette idée, elle lui explique que chaque magie liée à la nourriture a une saveur et une sensation différentes, influençant l'effet ressenti. Il illustre son propos en comparant la magie à un pinceau qui change selon l'humeur de l'artiste, donnant un exemple concret avec le dessin d'une pomme. La compagne encourage le héros à se faire plaisir en commandant ce qu'il veut, même en livraison, sous son nom. Elle lui suggère aussi sérieusement de se faire davantage d'alliés, soulignant que cela faciliterait leur aventure, d'autant qu'ils peuvent être ressuscités avec des objets en cas de mort. Hésitant, le héros avoue qu'il a du mal à parler aux autres malgré cette logique. La compagne encourage le héros à simplement demander le nom des autres et à leur demander de l'aider à vaincre le roi démon, insistant sur la facilité de la démarche. Hésitant, il craint de paraître étrange en demandant à quelqu'un de le suivre dans un danger immédiat. Il avoue ne même pas connaître le nom du prêtre, tandis qu'elle lui rappelle que les noms sont l'essence même d'une personne. Face à cette insistance, il finit par révéler son propre nom, Haruto. Haruto révèle enfin son nom, ce qui surprend la jeune femme. Saisissant sa main avec détermination, il lui demande son aide pour affronter le roi démon. Son regard sérieux et son appel direct marquent un tournant dans leur alliance naissante. La jeune femme encourage Haruto à simplement prononcer quelques mots pour engager la conversation, insistant sur la simplicité de l'acte. Pourtant, il avoue son incapacité à parler aux autres, même aux enfants, ce qui le frustre profondément. Elle lui tend la main avec patience, lui demandant d'essayer malgré tout, soulignant l'importance de la pratique. Haruto lutte pour prononcer quelques mots, sa nervosité palpable alors qu'il tente de commencer par le plus simple, un nom. Encouragé par la jeune femme, il finit par balbutier son prénom, ce qui l'épuise visiblement. En retour, elle lui offre un sourire chaleureux en lui révélant son propre nom, Risa Friudel, scellant ainsi un nouveau lien entre eux. Haruto rougit en entendant le compliment sur son prénom, encore fragile de ses efforts récents. Risa, attentive, lui rappelle doucement de ne pas forcer ses limites. Soudain, un serveur annonce l'arrivée du repas, apportant une pause bienvenue avec un appétissant hamburger. Risa présente à Haruto un hamburger, plat étranger très populaire mais difficile à obtenir sans faire la queue. Haruto se sent un peu coupable de la situation, mais elle le rassure en plaisantant sur les efforts qu'elle a dû fournir pour en avoir un. Finalement, elle savoure son repas avec un plaisir évident, illuminant son visage. Risa savoure son hamburger avec un plaisir évident, allant jusqu'à déclarer que c'est le meilleur repas qu'elle ait jamais eu. Elle se sent tellement euphorique qu'elle affirme pouvoir utiliser une magie parfaite, illuminant la pièce d'une aura impressionnante. Haruto, un peu déconcerté, cherche ses mots face à cette énergie débordante. Haruto ressent intensément la magie qui traverse le corps de Risa et s'applique sur lui. Essoufflée mais rayonnante, elle annonce qu'elle est prête à utiliser son attaque ultime. Notre héros, surpris et un peu inquiet, ne sait plus comment réagir face à cette énergie nouvelle. Risa lance soudainement une attaque magique, illuminant la pièce d'une énergie éclatante. Haruto, surpris, observe la scène tandis que l'enthousiasme de Risa retombe rapidement. Elle se concentre alors pour utiliser un sort de soin, cherchant à apaiser la tension. L'ambiance devient plus légère lorsque Risa remarque que la magie semble tiède quand l'humeur d'Haruto est basse. Ce dernier, surpris, s'éloigne rapidement, laissant Risa un peu trempée et gênée, réalisant qu'elle doit se changer. Notre héros observe les corps inanimés des ennemis, réalisant qu'ils ont réussi à s'échapper. Il se remémore sa propre solitude et se demande si avoir des alliés aurait pu changer son destin. Cette réflexion le pousse à s'interroger sur la légitimité de forcer les autres à se sacrifier pour sauver le monde. Notre héros, conscient de sa nature introvertie, admet que parler aux autres l'épuise. Pourtant, il reconnaît que se faire des alliés pourrait faciliter son combat. Malgré ses doutes, il décide finalement de tenter de chercher ses compagnons. Une cérémonie solennelle se déroule dans une grande cathédrale, où une prêtresse Gyaru se tient au centre, entourée de figures encapuchonnées. Dans un élan d'énergie, elle lance un puissant sort, montrant son engagement total dans son rôle sacré. Un homme s'adresse avec émotion à Balsedia-sama, exprimant la foi inébranlable de tous les membres de la communauté en son retour. Leur gratitude est mêlée à l'étonnement face au miracle accompli par le prêtre lui-même. La prêtresse Gyaru, visiblement fatiguée par l'atmosphère solennelle, commence à se dévêtir, montrant une certaine lassitude face à la gravité de la situation. À ses côtés,
une autre femme en tenue religieuse l'encourage à se dépêcher pour se préparer. La prêtresse, en tenue légère, s'adresse avec un brin de provocation, consciente de l'effet que cela peut produire. Son interlocutrice, plus réservée, minimise la scène en parlant d'imagination. Notre héros, surpris, ne sait plus où donner de la tête face à cette atmosphère décalée. Malgré la solennité ambiante, les deux prêtresses échangent avec légèreté, critiquant l'air sévère des fidèles qui gâchent l'atmosphère. L'une d'elles, avec un sourire espiègle, suggère qu'il vaudrait mieux comparer ses regards à ceux d'un chien mignon plutôt qu'à quelque chose de terrifiant, tandis que l'autre réagit avec une pointe d'agacement. Les deux prêtresses continuent leur échange léger et taquin, l'une plaisantant sur la magie tirée de ses pieds, tandis que l'autre la réprimande avec sérieux. Elles abordent ensuite le sujet des indemnités de déplacement, confirmant qu'elles en bénéficient, avant de rappeler à notre héros de revenir vite, de peur que le héros ne meure à nouveau. Notre héros appelle désespérément Lizard, tandis que celle-ci, visiblement épuisée et en mauvais état, exprime son exaspération face à la situation. La prêtresse en chef ne fait pas de cadeau et lance une attaque dévastatrice lors de l'entraînement au combat. Notre héros, malgré son inquiétude, réalise qu'il va vraiment en baver face à cette épreuve impitoyable. La prêtresse explique que la magie repose avant tout sur une visualisation claire. Il faut imaginer précisément l'élément, la direction et la force de l'attaque. Elle confie que la prêtresse en chef s'imagine toujours en détail en train de battre son adversaire, ce qui rend son pouvoir redoutable. Notre héros commence à comprendre l'importance de cette maîtrise mentale. Le regard intense de notre héros trahit son questionnement intérieur, tandis que Lizard, malgré ses blessures, semble soudainement attentive et curieuse de ses pensées. Une tension nouvelle s'installe entre eux, prête à révéler ce qui reste encore non dit. Notre héros réfléchit à Lizard, la prêtresse spécialisée dans la résurrection, qu'il perçoit comme une personne douce et profondément dévouée à sauver les autres. Ce constat révèle une nouvelle facette de leur relation, teintée d'admiration et de respect. Lizard explique avec un sourire gêné qu'elle s'est habituée à utiliser son pouvoir sans réfléchir, car le héros meurt si souvent. Lui, surpris, commence à comprendre cette réalité qu'elle vit au quotidien. Notre héroïne, en mode lessive, étend soigneusement le linge sous le soleil. Un message inattendu lui parvient. Un groupe nommé d'Aide Retournée recrute des membres, ce qui éveille sa curiosité mêlée de méfiance. Notre héroïne découvre une annonce de recrutement pour un groupe nommé d'Aide Retournée, proposant un travail simple mais mystérieux, ressusciter un héros avec un objet. Intriguée, elle doute qu'une telle offre puisse attirer des candidats, malgré l'ampleur du monde. 3 jours plus tard, épuisée, elle se laisse aller sur son lit, le regard fatigué fixé sur son téléphone. Une nouvelle inattendue attire soudain son attention. Le héros a enfin formé un groupe, recrutant des membres en ligne. Cette annonce la surprend profondément. Elle réalise avec surprise que quelqu'un a répondu à l'annonce du groupe d'Aide Retournée, confirmant que le héros a vraiment formé son équipe. Cette nouvelle lui fait comprendre qu'elle ne le verra pas avant un moment, ce qui l'attriste malgré sa résignation. Alors qu'elle s'endort, une voix l'appelle soudain, interrompant son repos. Une nouvelle dramatique tombe. Le groupe du héros a été anéanti. Face à cette catastrophe, une demande urgente est adressée pour les ressusciter sans délai. En pleine nuit, une urgence secoue la tranquillité. Il faut agir vite pour ressusciter le groupe anéanti. Malgré la fatigue et la surprise, elle accepte la situation, consciente de l'importance de la mission. Le chef prêtre, lui aussi épuisé, insiste pour que tout se fasse sans délai. Sous la pression de l'urgence, elle enfile rapidement une tenue qu'elle trouve un peu inconfortable. Un compagnon lui rappelle qu'il vaut mieux économiser la magie pour les situations critiques, mais elle doit agir vite malgré tout. Le chef prêtre, épuisé, insiste pour qu'il se dépêche, tandis qu'une autre voix tente de détendre l'atmosphère. Déterminée, elle lance son sort ultime pour ressusciter le groupe anéanti. Le héros revient à lui, accueilli avec légèreté malgré la gravité de la situation, tandis qu'elle promet de ranimer les autres dès que son mana sera rechargé. Une voix s'élève, critiquant la facilité avec laquelle ils ont été décimés. Elle boit rapidement une potion pour retrouver ses forces, sentant peu à peu son énergie revenir. Avec un regain de détermination, elle prépare son sort ultime. Notre héros observe, impressionné, tandis qu'elle lance son incantation pour ressusciter le groupe. Elysia Belorine reprend conscience, surprise de se retrouver en vie. Son retour inattendu choque et intrigue ceux qui l'entourent, qui peinent à croire qu'une fille ait survécu à une telle épreuve. Les rescapés, encore sous le choc, demandent si ce sont les prêtresses qui les ont ressuscités, mais c'est Yusha-sama qui a accompli ce miracle, provoquant surprise et gratitude dans le groupe. Malgré leurs remerciements sincères,
elle reste modeste et refuse les louanges. Une discussion animée éclate entre notre héros et une jeune femme, qui le taquine sur sa prétendue timidité. Il s'empresse de clarifier qu'il ne faisait que feindre, tandis qu'elle le taquine sur son inexpérience avec les filles. Malgré la confusion, il explique que seuls 2 candidats ont postulé, ce qui surprend vivement son interlocutrice. Un elfe agenouillé saisit brusquement la jambe de la jeune femme, la surprenant totalement. Cette scène inattendue laisse les témoins bouche bée, partagés entre choc et incompréhension. L'elfe, visiblement séduit par l'odeur de la jeune femme, la saisit brusquement, provoquant sa surprise et sa gêne. Elle tente de se dégager, tandis que la tension monte autour d'eux. Soudain, une prêtresse intervient avec force, prête à rétablir l'ordre face à cette scène inattendue. La prêtresse, d'un pas assuré, porte la jeune femme inconsciente sur son épaule tout en révélant qu'elle est probablement dépendante aux potions magiques. Elle précise que cette addiction en est à un stade avancé, ce qui surprend vivement notre héros qui n'avait rien remarqué dans son comportement ou sa consommation. Notre héros avoue ne pas avoir vraiment prêté attention au comportement de la jeune femme ni passé beaucoup de temps à ses côtés. La prêtresse rassure tout le monde en expliquant que la réhabilitation des personnes dépendantes fait partie intégrante du travail de l'Église. La prêtresse accepte de prendre en charge la jeune femme inconsciente, tandis que notre héros demande la permission de l'accueillir. Une autre religieuse taquine notre héros sur son rythme de vie épuisant, lui conseillant plutôt de se reposer. La prêtresse observe la scène avec un regard sérieux, consciente des enjeux à venir. Malgré les inquiétudes sur le fait de laisser un jeune homme et une jeune femme seuls la nuit, notre héros assure avec confiance que tout ira bien. Une religieuse, taquine, comprend alors pourquoi il s'est forcé à rester éveillé. L'ambiance reste légère, mais la prudence demeure palpable. Une religieuse taquine rappelle à notre héros qu'il est impossible d'être romantique avec un cadavre à ses côtés, ce qui le fait réagir avec surprise. La prêtresse, sérieuse, confirme qu'elle comprend la situation et accepte de s'occuper rapidement des autres défunts. Une autre religieuse propose son aide, tandis que l'ambiance mêle légèreté et détermination. En attendant la livraison, ils échangent quelques mots sur le temps écoulé depuis leur dernière rencontre. La jeune femme taquine notre héros sur son épuisement. Malgré la fête qu'il avait organisée, il avoue être un peu honteux, tandis qu'elle s'interroge sur la raison de son état, évoquant même la présence de candidats étranges. La religieuse explique que le recrutement public est interdit, car les héros forment généralement des groupes avec des amis proches ou des compagnons rencontrés en chemin, liés par des liens irremplaçables. Notre héros réalise alors qu'il n'a personne de ce genre à ses côtés, ce qui rend sa situation encore plus précaire et douteuse. Il découvre une offre d'emploi qui semble idéale au premier abord, une mission simple où il suffit de ranimer un héros, sans exigence particulière. Pourtant, cette facilité cache un problème majeur, il faut être au moins de rang S, ce qui complique tout. La comparaison est faite avec un chef étoilé qui devrait se contenter de faire la vaisselle, soulignant l'absurdité de la situation. Face à la difficulté croissante, il réalise qu'il faut au moins être de rang SS pour cette mission, ce qui rend l'offre totalement inadaptée à leur situation. La jeune femme confirme que même en simplifiant les critères, rien ne change vraiment, et s'interroge sur la bizarrerie des autres candidats de rang S. Leur conversation est interrompue par l'arrivée du repas, apporté avec un sourire chaleureux. Le repas arrive enfin, un imposant steak fumant qui semble digne d'un festin. Malgré la situation étrange, la jeune femme affiche un sourire chaleureux et assure qu'il faut profiter de chaque moment pour manger et dormir, même si cela signifie partager la table avec un cadavre. Notre héros, un peu mal à l'aise, suggère timidement de changer de pièce, mais elle insiste sur la nécessité de s'adapter aux circonstances. Elle confie avec douceur que même une fois mort, être laissé seul est une sensation de profonde solitude. Notre héros réalise alors que, même dans la mort, elle resterait à ses côtés, ce qui le plonge dans une réflexion mêlée d'étonnement et d'émotion. Malgré la situation inhabituelle, la jeune femme savoure son repas avec un sourire apaisé, affirmant que manger de la viande aide à calmer les esprits. Notre héros, un peu gêné, ne peut s'empêcher de ressentir un certain bonheur inattendu face à cette scène. Elle promet ensuite de ressusciter les autres, invitant notre protagoniste à ne pas perdre espoir. La jeune fille reprend soudain conscience, surprise et effrayée, tandis qu'une prêtresse apparaît à ses côtés. Un homme explique que ce sont les prêtres qui les ont ressuscités, apportant un nouvel espoir à notre héroïne encore sous le choc. Notre héroïne réalise avec émerveillement qu'elle est revenue à la vie, pleine d'espoir et d'étonnement. Entourée par la prêtresse et un homme qui la rassure, elle commence à reprendre confiance. Elle se présente alors comme Fiorente, une barde idole encore en activité, prête à affronter son nouveau destin. Notre héroïne avoue qu'elle a du mal à attirer des fans. Malgré tous ses efforts,
et qu'elle espère apprendre à captiver les gens en rejoignant le groupe du héros célèbre Haruto. Elle explique que, contrairement aux autres héros, elle pense que s'approcher de lui pourrait changer sa situation. Notre héroïne confie qu'elle est encore hantée par la peur de sa propre mort et des risques liés à la résurrection. L'homme à ses côtés la rassure, expliquant que si elle fait partie du groupe du héros, la résurrection est presque assurée, apaisant ainsi ses craintes. Le héros tempère la gravité de la mort en expliquant qu'il est déjà mort plusieurs fois et qu'il va bien, grâce à la fiabilité des compétences de la prêtresse. Notre héroïne, encore un peu hésitante, réalise qu'il parle de la mort avec une étonnante légèreté, ce qui la surprend. Malgré cela, elle esquisse un sourire, rassurée par ses paroles et la confiance qu'il inspire. Notre héroïne s'interroge sur la raison pour laquelle les 3 membres de leur groupe ont été vaincus. L'homme explique qu'ils avaient choisi un ennemi faible, et que ce combat n'était qu'une mise en scène. La jeune fille avoue avoir fui, mais il la rassure en qualifiant cette décision de sage. Le récit revient ensuite sur le combat, montrant le mage qui prend les devants face au serpent, tandis que l'ennemi n'a jamais utilisé sa magie de confusion contre eux. Face à la confusion et à la perte d'un compagnon, notre héros perd son sang-froid. Fioran, voyant la mort d'une alliée, quitte le combat mais tombe dans un piège mortel. Finalement, notre protagoniste est tué, surpris par la nécessité d'utiliser un objet de résurrection qu'il peine à manier. L'homme explique que fuir était la meilleure décision, car un piège attendait là où elle s'était réfugiée. La jeune fille semble soulagée par ces paroles. Dans un autre lieu, une discussion révèle qu'Elysia a été recueillie par l'Église après avoir souffert d'une addiction aux drogues magiques. Le jeune homme, visiblement mal à l'aise, pose des questions personnelles sur la sensation de mourir, ce qui déroute la jeune fille. Plusieurs personnages interviennent pour tempérer la situation, tandis qu'elle explique timidement avoir au moins pu se souvenir de ce moment grâce à son talent de barde, souhaitant ainsi être utile. La jeune fille décrit l'agonie de sa mort, évoquant la sensation terrifiante de son corps qui fondait comme dans de l'acide, tandis que sa conscience s'effaçait. Elle se souvient de sa vie qui défilait devant ses yeux, jusqu'au sourire réconfortant de ses parents au tout dernier instant. Le jeune homme, intrigué, confie qu'il s'est mis à observer et classer les chiens et chats pour mieux supporter l'ennui, montrant ainsi une forme d'empathie silencieuse. Le jeune homme révèle qu'il a lui-même vécu des expériences proches de la mort, ce qui surprend la jeune fille. Une autre intervenante réagit avec tendresse, qualifiant ses propos de harcèlement de la mort et propose de les laisser se reposer pour la journée. Elle leur offre également un hébergement pour la nuit, apaisant ainsi la tension. Allongé dans son lit, le jeune homme repense à la journée écoulée. Il réalise avec une certaine surprise qu'il a parlé à beaucoup de monde et se demande s'il serait finalement assez doué pour socialiser. La jeune fille s'interroge sur la facilité apparente de la tâche qui consiste à ramener les gens à la vie. Pendant ce temps, une autre repose, épuisée, laissant planer un silence lourd de réflexion. Une lettre de démission est laissée, dans laquelle Fiorante exprime sa gratitude d'avoir pu rejoindre le groupe du héros Haruto, mais avoue manquer encore de capacité et de détermination. Il demande donc à quitter l'équipe pour ne pas être un fardeau, en rendant son insigne de membre. Pendant ce temps, notre héros découvre ce message, surpris. Un homme venu de l'agence de démission Magimuri se présente et remet une lettre de démission ainsi que les objets rendus par Fiorante. Il insiste pour qu'on ne la contacte pas directement avant de s'en aller. Haruto et la jeune fille prennent connaissance de ce message officiel, marquant un tournant dans leur aventure. Haruto avoue enfin avoir trouvé un sujet dont il peut parler avec bonheur, ce qui surprend la jeune fille. Elle lui reproche avec humour son obsession morbide, lui rappelant qu'on ne discute pas de la mort comme d'un sujet banal. Malgré tout, elle l'avertit de faire attention, car sa perception de la vie et de la mort est complètement faussée. Haruto exprime ses regrets envers Fiorante, expliquant qu'il a voulu éviter de déranger davantage les prêtres en cherchant rapidement de nouveaux compagnons. La jeune fille rappelle avec ironie que son acharnement l'a presque conduit à mourir plusieurs fois, soulignant la gravité de la situation. Une atmosphère de réflexion et de remords plane alors qu'il contemple les conséquences de leur choix. La jeune fille rappelle à notre héros qu'elle lui avait conseillé de se faire des amis, sans pour autant le forcer. Elle souligne que les compagnons ne sont pas quelque chose qu'on rassemble délibérément, mais plutôt ceux qui se tiennent déjà à nos côtés sans qu'on s'en rende compte. Lui, en silence, réalise douloureusement qu'il s'est souvent senti seul. La jeune fille sourit avec malice, suggérant qu'elle pourrait être elle-même une compagne sur laquelle il pourrait compter. Haruto, surpris, réalise soudain que la réponse à sa solitude pourrait être plus proche qu'il ne le pensait. Haruto est à la fois surpris et troublé par la facilité avec laquelle elle s'approche de lui. Malgré son propre désarroi intérieur, il réalise qu'elle est bien plus douée pour créer des liens qu'il ne l'aurait imaginé, ce qui le rend à la fois heureux et perplexe. Face à sa proposition, il accepte timidement,
conscient que ce nouveau défi lui semble plus difficile à affronter que n'importe quel combat contre un ennemi redoutable. Notre héroïne semble épuisée, affalée sur sa chaise, tandis qu'elle murmure un rancor, chargé de lassitude. Face à elle, un grand livre repose sur une table, symbole d'une tâche ou d'une responsabilité qui pèse lourdement sur ses épaules. Notre héroïne s'apprête à utiliser son ultime technique, déterminée malgré les échecs répétés. Face à elle, un jeune homme semble désolé, conscient de son incapacité à changer la situation. Leur échange silencieux révèle une tension mêlée de résignation et d'espoir fragile. Épuisée, elle s'affaisse lourdement sur son trône, la fatigue visible sur son visage. Elle confie, presque incrédule, avoir déjà ressuscité 3 héros aujourd'hui, un exploit qui la dépasse. De son côté, le jeune homme, gêné, lui adresse des excuses mêlées de reconnaissance pour son travail acharné. Le jeune homme, lui aussi épuisé, explique qu'il doit se rendre dans plusieurs bureaux pour soumettre les preuves des exploits des héros. Il endure des remarques sévères sur ses erreurs administratives, mais relativise en pensant que c'est mieux que mourir. Le jeune homme s'excuse maladroitement pour ses plaintes, mais elle lui sourit avec douceur, lui rappelant que garder tout pour soi finit par peser lourd. Elle confie à demi-mot combien la résurrection des héros est une lourde charge, un fardeau qu'elle exprime souvent pour alléger son esprit. Leur échange, teinté de complicité, souligne la difficulté constante de leur mission commune. Le jeune homme reconnaît que, malgré tout, d'autres héros ont été ressuscités grâce à elle, mais il ne peut s'empêcher de penser que mourir aussi imprudemment est inexcusable, surtout pour celui qui meurt le plus souvent. Il admet la difficulté de devoir à la fois combattre et gérer la paperasse, tandis qu'elle lui suggère qu'il serait peut-être mieux entouré de coéquipiers pour alléger la charge. Malgré ses réticences, il admet qu'il serait peut-être plus simple d'être entouré, surtout après avoir dû suivre difficilement les échanges entre Elysia et Fiorante. Il se rappelle alors la formation classique à 3, qui facilite toujours les combats. Le jeune homme s'enquiert de l'état d'Elysia, inquiet. La réponse rassurante de son interlocutrice indique qu'elle se remet bien que des images d'elle en difficulté rappellent ses récents combats éprouvants. Soulagé, il accepte que sa guérison progresse favorablement. En consultant les nouvelles en ligne, il remarque que la formation récente d'un groupe de héros ne mentionne ni Elysia ni Fiorante. Son interlocutrice confirme que ces deux-là, ainsi que d'autres héros, se font rares ces derniers temps. Ils envisagent alors que le contrôle de l'information pourrait devenir indispensable. Il explique avoir posté une photo de lui, qui a rapidement fait le buzz avant d'être immédiatement supprimé. Il ajoute même avoir reçu un avertissement sévère venu d'une autorité inconnue, ce qui gâche complètement l'ambiance. Malgré une ambiance encore détendue, une inquiétude sous-jacente pèse sur eux. La conversation tourne rapidement autour du poids de leurs responsabilités, jusqu'à ce qu'elle lui demande ce qu'il compte faire après avoir vaincu le roi démon. Intrigué, il cherche à comprendre ce qu'elle sous-entend. Elle l'interroge sur ses projets une fois la paix revenue, cherchant à deviner ses véritables aspirations. Lui, hésitant, évite de répondre clairement, tandis qu'elle confesse avec une pointe de timidité qu'elle aimerait voyager à travers le monde et, plus sincèrement, trouver un petit ami. Il réalise soudain à quel point c'est un miracle qu'il puisse lui parler aussi librement. Cette prise de conscience le trouble, tandis qu'elle, avec un sourire taquin, l'incite à revenir à la réalité. Notre héros, troublé par la pensée qu'elle pourrait réellement agir, tente de reprendre contenance. Elle lui avoue ne pas avoir eu le temps de déjeuner et lui demande s'ils peuvent manger ensemble, tandis qu'il hésite, conscient qu'il doit déjà repartir. Malgré tout, elle garde son sourire espiègle en se demandant à voix haute ce qu'elle pourrait bien manger. Alors qu'ils discutent de ce qu'elle pourrait manger, il décide finalement de partir. Elle lui souhaite de faire attention, mais soudain, il s'arrête net, intrigué par quelque chose, tandis qu'elle semble soudainement étourdie. Soudainement, elle se sent étourdie et vacille dangereusement. Il la rattrape aussitôt, inquiet, tandis qu'elle s'excuse en rougissant, consciente de sa faiblesse soudaine. Leur complicité se renforce dans ce moment d'intimité inattendue. Elle s'appuie doucement contre lui, s'excusant avec timidité tandis qu'il la soutient avec une grande douceur. Leur proximité révèle une tendresse naissante, renforçant leur lien fragile. Bouleversé par cette scène, il rêve secrètement de parcourir le monde à ses côtés. Notre héros se reprend, convaincu qu'en battant le roi démon, il pourrait enfin avoir une chance. Elle le rassure doucement, tandis qu'il s'excuse maladroitement, encore troublé par leur proximité. Elle explique simplement qu'elle avait juste besoin de manger, apaisant ses inquiétudes. Déterminé, il affirme qu'il vaincra le roi démon, suscitant la surprise chez elle. Convaincu que ce moment marquera un tournant, il se prépare à partir, prêt à saisir sa chance pour lui avouer ses sentiments.
leur avenir semble désormais lié à cette promesse audacieuse. Elle reste silencieuse un instant, le regard empli d'inquiétude mêlée d'espoir, puis, avec un sourire gêné, elle rejette l'idée qu'il puisse échouer, tout en avouant prier pour qu'il ne meure pas à nouveau, malgré ses doutes, elle lui accorde un répit, espérant secrètement son retour. Dans une chapelle baignée de lumière, un cercueil s'élève doucement, porté par une magie mystérieuse, elle observe, impassible, ce spectacle chargé de symbolisme, puis, avec un sourire confiant, elle affirme qu'elle s'y attendait, comme si ce moment était inévitable. Épuisée, elle s'agenouille au sol, laissant échapper un soupir lourd de fatigue, son regard, à la fois doux et résigné, trahit l'intensité des émotions qu'elle tente de contenir. Elle avoue, avec une pointe de résignation, que même s'il revient à la vie, il mourra à nouveau, épuisée, elle se laisse tomber au sol, submergée par la douleur de cette réalité inévitable. Lisa ressupplie notre héros de patienter et de prendre un moment de repos, au lieu de partir au combat, elle insiste pour qu'il profite au moins d'un jour de congé. Lisa insiste pour que notre héros profite du Hero Day, une journée spéciale, lui, un peu gêné, explique que depuis la résurrection du roi démon, cette fête lui semble étrange, surtout en pensant à l'anniversaire de l'ancien héros. Notre héros raconte à quel point ses courses sont épuisantes, car il doit acheter de tout, de la nourriture aux souvenirs. Lisa s'étonne, mais lui précise que ce n'est même pas la pire partie. Aujourd'hui, des gaufrettes à l'effigie des héros sont sorties pour l'anniversaire, et notre héros découvre avec surprise qu'il a été transformé en carte à collectionner. Notre héros explique que sa ville natale porte le nom de l'ancien héros, ce qui fait que son adresse contient son nom. Il avoue que cela le dérange, surtout que ses camarades se moquent en imitant cet héros sous une grande statue érigée en son honneur. Lisa reconnaît que grandir avec un héros comme parent n'est pas une chose facile. Le prêtre concède que combattre aujourd'hui est inévitable pour notre héros, mais lui demande de se rattraper plus tard, en lui offrant un jour de repos et quelque chose à manger. Cette proposition surprend notre protagoniste. Notre héros accepte, un peu surpris, la proposition du prêtre de prendre un jour de repos et de se restaurer. La jeune femme lui fait promettre de revenir, puis le regarde partir en priant silencieusement dans l'église. La jeune femme, souriante, prépare des cartes à collectionner avec soin, consciente de leur popularité, elle se réjouit intérieurement de la demande croissante pour ces précieux objets. Un bruit sourd retentit, interrompant soudainement la scène, une jeune femme en tenue de servante s'exclame, surprise et contrariée par ce moment inopportun, malgré son empressement, elle s'excuse rapidement auprès d'un jeune homme, qui lui répond avec un sourire compréhensif, elle s'éloigne en toute hâte, laissant derrière elle une atmosphère chargée d'urgence. Alors qu'il se retrouve devant l'église, une jeune femme en tenue de servante appelle Ellie avec entrain, mais celui-ci semble hésitant à partir. Elle lui explique que des slims sont apparus dans le sous-sol de l'église, une menace suffisamment grave pour que le grand prêtre ordonne leur extermination. L'urgence de la situation se fait immédiatement sentir. La jeune servante insiste pour que le héros vienne aider à éliminer les slims, soulignant que leur nombre est important malgré leur faiblesse. Hésitant à s'imposer, il craint de mettre en danger le groupe, mais finit par accepter face à l'urgence. Soudain, une nouvelle venue se manifeste, espérant ne pas être nécessaire si le héros participe à la mission. La jeune femme met Ellie en garde contre la colère du grand prêtre s'il ne s'acquitte pas correctement de la mission, ce à quoi il répond avec un sourire enjoué. Pendant ce temps, la nouvelle venue exprime son refus de participer si la récompense se limite à une simple potion, avouant qu'accompagner 2 personnes proches lui semble une véritable torture. La nouvelle venue taquine le héros sur son manque de communication avec Ellie, révélant qu'il ne lui a jamais vraiment parlé. La servante, inquiète, souligne cette distance, tandis que la jeune femme impatiente les presse de se dépêcher, créant une atmosphère à la fois tendue et comique. La servante exprime son dégoût avec force, tandis que le groupe découvre une salle souterraine de l'église infestée de créatures gluantes en pleine prolifération. L'atmosphère devient soudainement lourde et inquiétante face à cette menace inattendue. Face à l'ampleur de l'infestation, une proposition radicale est évoquée, brûler toute l'église. Malgré l'idée choc, notre héros garde son calme et refuse catégoriquement. Sans perdre de temps, il se lance dans un combat vif et précis contre les créatures gluantes, déterminé à protéger le lieu sans le détruire. Malgré son embarras, notre héros reçoit des compliments sincères sur son courage et sa force, ce qui le fait légèrement rougir. La jeune femme le félicite pour son comportement héroïque, tandis que l'elfe exprime son désir de rentrer chez elle, rappelant l'urgence de la situation. Tous conviennent qu'il faut avancer rapidement pour éliminer le cœur des créatures, seul moyen d'empêcher leur régénération.
Le combat s'intensifie tandis que notre héros déchaîne une attaque rapide et précise. La jeune femme interroge l'elfe sur ses origines, intriguée par son savoir. Cette dernière révèle connaître une famille influente, même dans des contrées éloignées, ce qui surprend tout le groupe. La jeune femme découvre avec étonnement que notre héros a intégré l'université très jeune, sautant plusieurs classes. Elle s'émerveille de son génie, impressionnée par ses exploits académiques, notamment la réécriture d'une partie de la théorie magique de base. Lui, avec un sourire confiant, n'hésite pas à vanter sa propre thèse, conscient de son talent exceptionnel. Malgré l'urgence, la jeune femme insiste pour continuer à parler avec notre héros, souhaitant approfondir leur échange. L'elfe, enthousiaste, avoue que ces discussions l'aident à mieux travailler et à rester concentré. Notre protagoniste, un peu gêné, accepte finalement de poursuivre la conversation, conscient de l'importance de ce lien naissant. Haruto, fidèle à son tempérament introverti, préfère agir sans trop parler, trouvant cette méthode idéale. Pourtant, il réalise que s'il continue à former des groupes sans vraiment communiquer, il risque de subir une nouvelle défaite. Un doute commence à poindre en lui. Haruto se motive à voir cette situation comme un entraînement et décide enfin de tenter de communiquer. L'elfe, surprise, lui demande ce qu'il veut, tandis qu'il l'appelle timidement, cherchant à engager le dialogue. Haruto découvre avec surprise que l'elfe a étudié à la prestigieuse Université nationale de magie, où elle a obtenu la certification de mage supérieur dès sa première tentative. Impressionnée, elle se vante de son parcours, tandis que notre protagoniste reste un peu perplexe face à ces révélations. Haruto avoue ne pas avoir de diplôme, tout comme la prêtresse, ce qui surprend l'elfe qui s'attendait à autre chose. Il évoque alors l'examen impérial des 9 champs, ce qui déstabilise complètement l'elfe. La réaction choquée de celle-ci intrigue les autres membres du groupe. L'elfe explique avec étonnement que l'examen impérial des 9 champs est une reconnaissance officielle des connaissances en stratégie, histoire et tactique, et qu'elle n'a jamais vu personne le réussir. Haruto, un peu gêné, confirme qu'il l'a passé sérieusement, ce qui impressionne la prêtresse. L'elfe, frustré, avoue que c'est la première fois qu'elle perd un combat d'enseignement, tandis que le groupe réagit avec amusement. L'elfe, déconcerté et au bord des larmes, avoue qu'elle n'arrive pas à croire avoir perdu contre quelqu'un comme lui. Malgré ses émotions, notre héros reste déterminé et explique qu'il continue de s'entraîner sans relâche, prêt à progresser encore. Haruto immobilise l'elfe et la prêtresse dans une prison d'eau, les plaçant dans une position de faiblesse. Leur surprise est palpable face à cette démonstration de pouvoir inattendu. Malgré la situation, il garde son calme, prêt à affronter les conséquences. Haruto se remémore son parcours, marqué par l'apprentissage des tactiques, des stratégies et de l'histoire des métiers. Sous la tutelle de plusieurs mentors, malgré ses doutes, il a accumulé des connaissances précieuses qui l'ont conduit à ce moment décisif. Pendant ce temps, l'elfe et la prêtresse restent piégés dans leur prison d'eau, impuissantes face à cette démonstration de force. Malgré la situation délicate, notre héros se rappelle qu'aucun de ses mentors ne lui a appris à gérer ce genre de situations embarrassantes. Face à l'imprévu, il reste désemparé, ne sachant pas comment réagir. Haruto est confronté à une situation embarrassante et tente désespérément de ne pas regarder ce qui se trouve devant lui. Il réfléchit intensément à une solution pour gérer cela sans céder à la tentation. Soudain, une idée lui vient. Soudain, il déchaîne toute son énergie dans une attaque puissante, brisant l'obstacle devant lui. Essoufflé, il réalise qu'il a réussi à se sortir de cette situation délicate. Ses alliés, tout aussi haletants, expriment leur étonnement et leur soulagement face à cet exploit inattendu. Épuisé, il explique qu'il a utilisé toute sa magie pour briser l'obstacle et qu'il est maintenant à court de mana. Son allié, impressionné, lui conseille de montrer sa gratitude avec une potion, ce qui le laisse complètement déconcerté. Leur échange révèle une complicité teintée d'humour, malgré la tension retombée. L'allié reproche vivement à notre héros de ne pas lui avoir donné de potion, le tenant responsable de leur situation difficile. Pris au dépourvu, il tente de se justifier tandis que la tension monte entre eux, révélant une complicité mêlée d'agacement et d'humour. Leur échange animé attire l'attention d'une tierce personne, intriguée par cette dispute inattendue. Haruto reste silencieux, déconcerté par la remarque de son allié à moitié dévêtu, tandis qu'une autre compagne, amusée, suggère qu'elle devrait peut-être se rhabiller. Plus tard, ils discutent de l'attaque mystérieuse, concluant que seuls eux ont été ciblés à cause de leur mana et de leur équipement, attirant ainsi des slimes rares absorbant le mana. Ils réalisent que s'ils unissent toutes leurs forces, ils ont une réelle chance de victoire, même si la situation aurait été critique à deux. Haruto, encore marqué par sa faille, promet de ne laisser aucun ennemi s'échapper.
tandis que ses alliés lui témoignent leur confiance. Le groupe avance prudemment dans une caverne, à la recherche du cœur de la menace. Haruto s'inquiète en voyant l'expression troublée de son allié elfe, qui tente de dissimuler son malaise. Une tension palpable s'installe alors qu'il s'enfonce plus profondément dans les ténèbres. Haruto élimine les ennemis avec une précision et une rapidité déconcertantes, sans montrer le moindre signe de fatigue. L'elfe, impressionné et inquiète, ne peut s'empêcher de se demander quelle force se cache derrière cette maîtrise incroyable. Le groupe sent soudain une présence menaçante approcher, et l'alerte est donnée. Face à eux, une masse énorme et visqueuse se dévoile, imposant une nouvelle menace colossale à affronter. Le groupe observe avec étonnement la masse visqueuse qui a soudainement pris une taille impressionnante, suscitant un malaise palpable. L'elfe perçoit une énergie familière émanée de la créature et réalise avec stupeur qu'il s'agit de son propre mana. Elle se demande alors si les ennemis ne sont pas partis simplement parce qu'ils étaient rassasiés, plutôt que d'avoir été dispersés par la magie. Cette révélation trouble profondément le groupe, qui comprend que la situation est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. L'elfe panique à l'idée que le chef prêtre découvre son erreur, craignant de lourdes conséquences. Une autre membre du groupe intervient pour calmer la situation, proposant de laisser Yusha gérer le problème pendant qu'elle rebrousse chemin. Le groupe décide finalement de se retirer, laissant la responsabilité à leur allié. Soudain, une masse visqueuse surgit de nulle part, surprenant le groupe. Haruto lance un cri d'alerte tandis que l'elfe tente de fuir, mais la créature l'attrape violemment, plongeant la situation dans un danger immédiat. L'elfe est prisonnière des tentacules visqueux de la créature, paniquée à l'idée de mourir ainsi, démunie face à cette substance qui la recouvre et détruit ses vêtements. Haruto, alerté, se précipite pour la sauver tandis que la tension monte, chaque seconde comptant dans ce combat désespéré. Le héros, imperturbable, se prépare au combat en brandissant son épée avec détermination. Il affirme que s'il ne regarde pas la créature, cela ne posera aucun problème. Sans hésiter, il fonce à toute vitesse pour affronter la menace visqueuse qui menace l'elfe. Le héros concentre toute sa force et porte un coup précis à la masse visqueuse, qui commence à se fissurer sous l'impact de son épée. La créature vacille, laissant entrevoir une possible faiblesse. La tension est à son comble alors que le combat s'intensifie. La créature visqueuse est finalement repoussée, laissant place à un calme retrouvé. L'elfe, encore tremblante, remercie chaleureusement notre héros pour son courage et sa rapidité. Ce dernier, humble, refuse les louanges, prêt à continuer sa mission sans chercher la reconnaissance. Le groupe revient sur une situation passée où Elysia a su faire preuve de rapidité et d'ingéniosité en se cachant sous une cape. Haruto explique qu'il apprend de ses erreurs et ne les répète pas, adoptant une méthode basée sur l'essai et l'erreur. Déterminé, il affirme qu'il ne se laissera plus surprendre par des situations chanceuses ou embarrassantes. La tension retombe brusquement lorsqu'une maladresse dévoile l'elfe dans une situation embarrassante, provoquant la surprise et l'amusement du groupe. Haruto, pris au dépourvu, cache son visage, conscient d'avoir encore perdu face à elle. L'elfe, gêné, tente de dissimuler sa gêne tandis que la jeune femme sourit en taquinant notre protagoniste. Notre héroïne subit un entraînement brutal sous le regard impassible du grand prêtre. Électrisée et à bout de souffle, elle panique en réalisant qu'elle pourrait ne pas s'en sortir. Le grand prêtre réprimande notre héroïne, lui ordonnant de ne pas se retenir et de prendre l'entraînement au sérieux. Il lui rappelle que dans un vrai combat, il n'y a pas de place pour la distraction, car cela perturberait sa concentration nécessaire au chant et à l'imagerie magique. Malgré la pression, elle tente de protester, cherchant à gagner un peu de répit. Face à la pression, notre héroïne accepte finalement de relâcher la tension et propose de discuter pendant l'entraînement. Son adversaire, malicieux, profite de ce moment pour la taquiner, brisant ainsi la rigueur imposée par le grand prêtre. Une atmosphère plus légère s'installe, malgré la gravité de l'exercice. Notre héroïne encaisse un coup violent en plein visage, la laissant sonner et désorientée. Malgré la douleur, elle tente de garder le contrôle, mais sa vision est brouillée. Profitant de la pause dans l'entraînement, elle lance malicieusement une question sur le type de personne que le grand prêtre préfère, cherchant à le déstabiliser. Ce dernier, surpris, tente de répondre, mais elle enchaîne aussitôt avec une attaque soudaine, rompant l'atmosphère légère. La tension revient instantanément, rappelant la rigueur nécessaire à leur combat. Profitant d'un moment de répit, elle transforme l'entraînement en un interrogatoire espiègle, s'accrochant à son adversaire avec une énergie débordante. Malgré ses supplications, elle continue de le taquiner sans relâche, cherchant à obtenir une réponse à sa question inattendue. L'atmosphère, bien que légère, reste électrique, mêlant amusement et tension. Essoufflé et frustré,
il s'agace face à l'insistance de son interlocutrice, tandis qu'elle reste impassible, tenant fermement sa lance. La tension monte, interrompue par l'annonce grave de la chute de Miltian aux mains de l'armée du roi démon. La carte révèle que la ville natale d'Eolderia est désormais également attaquée par l'armée du roi démon, la menace s'étend rapidement, laissant peu de temps avant que la situation ne devienne critique. Elle révèle que sa famille l'a rejetée à cause de son addiction, expliquant pourquoi elle ne peut pas revenir seule. Face à cette confession, son interlocutrice reste silencieuse, puis lui ordonne de continuer l'entraînement, le menaçant de le contraindre à servir l'Église s'il refuse de revenir. Notre héros cherche désespérément une ouverture pour riposter. Soudain, une femme s'adresse au grand prêtre avec une question qu'elle a longtemps gardée en tête. Ce dernier, calme et réfléchi, lui répond que certaines interrogations ne se résolvent pas instantanément. Une femme exprime son doute face à la situation, s'interrogeant sur le rôle de Dieu alors que le roi démon est de retour. Le grand prêtre, serein, lui répond que certaines questions ne trouvent pas de réponse immédiate. Pendant ce temps, une combattante saisit une occasion pour attaquer. Profitant de la tension ambiante, la combattante lance une attaque puissante, concentrant son énergie dans une sphère lumineuse. Sa détermination éclaire la scène, prête à frapper avec force. Un petit elfe, surpris, observe la manœuvre avec inquiétude. Profitant de la confusion, une combattante concentre une puissante énergie dans une sphère lumineuse, prête à frapper avec détermination. Le petit elfe, surpris, observe cette attaque imminente avec inquiétude. Pendant ce temps, une femme d'église, calme et résolue, déclare qu'elle posera ses questions à Dieu lui-même lorsqu'elle le rencontrera. Une discussion animée éclate entre deux femmes, l'une propose un débat tandis que l'autre refuse catégoriquement, exprimant son désintérêt pour ce genre d'échange depuis ses années d'école. Pendant ce temps, une autre femme utilise un sort de soin pour venir en aide à celle qui semble épuisée et découragée. Haruto et la jeune femme découvrent avec stupeur qu'ils ont échangé leurs corps. Incrédules, ils tentent de comprendre cette situation inattendue qui bouleverse leur quotidien. Le choc de ce changement soudain les pousse à réagir, cherchant à saisir l'ampleur de ce phénomène. Ils commencent à expérimenter leur nouvelle réalité, surpris par la différence de voix et par la sensation étrange de se voir dans un autre corps. L'humour naît de cette situation incongrue, tandis qu'ils tentent de comprendre ce que cela signifie vraiment. Haruto découvre avec étonnement ce que ressent la jeune femme dans son propre corps. Notre héroïne, prise de panique, réalise soudain qu'elle ne peut pas regarder vers le bas dans ce nouveau corps. Son embarras grandit alors qu'elle s'interroge avec urgence sur la marche à suivre face à cette situation inconfortable. Une femme en tenue sacerdotale explique que la malédiction qui a échangé leur corps peut être levée rapidement. Pour cela, ils doivent simplement se tenir la main et s'exposer à la lumière de la lune. Soulagés, les deux protagonistes réalisent que la solution est à portée de main, malgré leur gêne évidente face à cette proximité imposée. La jeune femme, visiblement stressée, explique qu'elle doit absolument remettre son rapport de mi-année aujourd'hui, et que cela doit être fait en personne. Haruto propose alors de s'en charger à sa place. Ce qui la surprend, il comprend rapidement que, dans ce corps échangé, il est le seul à pouvoir accomplir cette tâche urgente. Haruto propose avec assurance de faire le travail urgent à la place de la jeune femme, ce qui la surprend et la pousse à s'enfuir rapidement. Une autre femme, visiblement critique, souligne que même si Risa est responsable, Yusha-sama porte aussi une part de faute. À l'intérieur de l'église, une règle stricte interdit d'apporter des objets inutiles sans autorisation, ce que la jeune femme admet avec un profond regret. Elle cherche à se rendre utile malgré tout, mais on lui rappelle qu'il manque déjà de personnel, ce qui la laisse désemparée. Une tension palpable s'installe alors qu'elle attend une réponse. Déterminée à aider coûte que coûte, elle se lève d'un bond pour proposer son aide, malgré la situation tendue, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle se précipite soudainement, appelant Yusha-sama avec inquiétude. Notre héroïne, maladroite, se retrouve soudainement à terre dans une position inconfortable, ce qui la fait grimacer de douleur. Gênée, elle s'excuse rapidement tandis qu'une autre femme, calme et posée, utilise un sort de téléportation pour la faire disparaître d'un simple geste. La jeune femme affiche un sourire soulagé en entendant que son geste est apprécié. Elle s'inquiète néanmoins de la réaction de l'autre, qui reste silencieuse un instant avant de lui demander si quelque chose ne va pas. Notre héroïne, surprise, secoue la tête tandis que l'autre femme tourne les talons, assurant que tout va bien. Le héros avance tranquillement sur un chemin bordé de végétation, un léger sourire aux lèvres. Il se surprend lui-même en se rappelant qu'il est réellement le Yusha-sama, trouvant la situation à la fois étrange et amusante. Haruto découvre avec étonnement qu'il peut soulever une énorme pierre sans effort.
il réalise à quel point sa force est impressionnante, ce qui le laisse à la fois surpris et un peu gêné sous le regard attentif de deux hommes. Haruto, amusé par sa propre force, décide de tester ses capacités en s'adressant à deux hommes intrigués. Il prépare alors une attaque puissante, Astral Break, prêt à frapper la pierre imposante devant lui. Avec un sourire satisfait, il libère toute sa puissance dans une attaque fulgurante, pulvérisant la pierre en un éclat retentissant. Sa force dépasse largement ses attentes, confirmant son statut de héros légendaire. Le héros contemple les dégâts impressionnants laissés par son attaque, réalisant pleinement l'étendue de sa puissance. Satisfait, il range son armée, avec un sourire confiant, décide de poursuivre son chemin. L'aventure ne fait que commencer. Haruto arrive au bureau des héros d'Asterion, visiblement fatigué après un long trajet en ville. Il s'installe en attendant que son dossier soit examiné, observant l'agitation autour de lui. La tension et la fatigue se font sentir dès son entrée dans la ville. Haruto, visiblement épuisé, lutte pour supporter le tumulte constant et les encouragements bruyants qui l'entourent. Il réalise que cette agitation incessante finit par user n'importe qui, y compris lui-même. Une voix familière vient alors le rappeler à l'ordre, apportant un moment de calme dans ce chaos. Haruto est appelé pour l'examen de son dossier et apprend qu'il est accepté sans problème. Pourtant, il avoue avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs en chemin, causant des dégâts involontaires. L'examinateur semble surpris par cette révélation. Haruto confirme qu'aucune blessure n'a été causée malgré la perte de contrôle de ses pouvoirs, et l'examinateur lui demande de joindre une photo au rapport. Une fois l'entretien terminé, notre protagoniste attire l'attention de plusieurs personnes qui le reconnaissent immédiatement dans le couloir. Alors qu'il avance dans le couloir, notre héros est soudain interpellé par un groupe qui le reconnaît immédiatement. Parmi eux, Roi Adelstin, un héros au charisme éclatant, lui adresse un salut chaleureux, ravivant un lien ancien. Notre héros est apprécié de tous, que ce soit des enfants, de ses pairs ou des aînés. Il est reconnu comme fort, polyvalent, et autonome, sans héritage particulier. Sa rigueur personnelle et sa gentillesse lui valent l'admiration générale, renforçant son image de héros charismatique et respecté. Au sein de l'Église, notre héros est admiré pour sa résilience et sa popularité, même auprès des figures religieuses. Son statut de héros noble, capable de pardonner ses erreurs sans subir de sanctions, suscite l'envie et le respect. Malgré tout, il reste accessible, n'hésitant pas à s'adresser aux solitaires, renforçant ainsi son image d'homme humble et charismatique. Un homme en costume blanc critique ouvertement le style de combat de notre héros, le qualifiant de misérable et porteur d'une odeur de mort. Il le traite de fardeau pour la société, affirmant que mourir sans cesse est un gaspillage des ressources publiques, le comparant plus à un ennemi du peuple qu'à un véritable héros. Un homme en costume blanc ne mâche pas ses mots, critiquant violemment notre héros et son style de combat, le traitant de fardeau et lui ordonnant de céder sa place. Face à cette attaque, notre protagoniste reste stupéfait, peinant à croire à tant de mépris et de dureté. Derrière l'homme, plusieurs personnes l'observent, partagées entre surprise et inquiétude. L'homme en cape ne se laisse pas démonter et réplique avec un ton moqueur, remettant en question la légitimité de notre héros en tant que véritable héros solitaire. Ce dernier, déconcerté, tente de comprendre l'attitude provocante de son interlocuteur. Ignorant ses protestations, l'homme s'éloigne, visiblement agacé, tandis que notre protagoniste reste figé, partagé entre frustration et incompréhension. De retour chez lui, notre héros semble épuisé, accueilli par une jeune femme à l'air lasse qui lui souhaite la bienvenue. Malgré la fatigue, il cherche à détendre l'atmosphère en demandant s'il est mignon, ce à quoi elle répond avec un sourire amusé et un refus catégorique. Une silhouette mystérieuse observe la scène en silence, ajoutant une touche d'intrigue à ce moment de répit. Notre héros, encore préoccupé, tente de rassurer la jeune femme qui s'inquiète de son silence. Il minimise ses soucis en évoquant les difficultés qu'il traverse, tout en lui assurant qu'il a réussi à régler certaines formalités. Son sourire sincère apaise immédiatement l'atmosphère, et elle lui exprime sa gratitude avec soulagement. Elle avoue avec un soupir qu'elle n'a pas réussi à accomplir grand-chose dans ses tâches quotidiennes. Entre le ménage, le bénévolat auprès des enfants et la cuisine, elle se sent dépassée et inefficace. Son regard trahit une certaine frustration face à son manque d'utilité. Entre maladresse et taquinerie, notre héros avoue avoir aussi fait des erreurs, équilibrant ainsi les torts avec la jeune femme. Malgré leur rareté de rencontre, un lien sincère se tisse entre eux, apportant un souffle de légèreté à la soirée. Sous la lune, une tension intérieure persiste, mais il se rappelle de garder son calme, même dans cette proximité inattendue. Avant de se séparer, il propose avec un sourire qu'ils échangent une fois leur rôle sur le champ de bataille.
ce qui surprend la jeune femme. Sous la lumière de la lune, une main tremblante vient saisir celle de notre héros, scellant un moment chargé d'émotions et de tensions silencieuses. Elle lui assure que tout va bien, malgré l'émotion palpable sur son visage. Sous la lumière de la lune, ils se tiennent la main, unis dans la promesse silencieuse de se battre pour protéger ceux qui leur sont chers, refusant de céder face à une mort inutile. Notre héros exprime timidement sa vision de ce qu'est un héros, révélant que les sentiments seuls suffisent. La jeune femme, touchée, sourit en comprenant cette sincérité. Leur lien se renforce lorsqu'ils s'agrippent la main, scellant cette nouvelle complicité. Sous la lumière apaisante de la pleine lune, ils se tiennent côte à côte, unis dans un silence chargé d'émotions. Elle lui adresse un dernier conseil, lui demandant de veiller à ne pas mourir, tandis qu'il acquiesce, marqué par la gravité de ce serment. Elle s'interroge calmement sur les raisons qui poussent le roi démon à vouloir détruire le monde, une question qui semble dénuée de sens à ses yeux. Elle s'interroge avec innocence sur les goûts du roi démon, se demandant s'il a déjà goûté à la bonne cuisine humaine. Son interlocutrice évoque alors, avec un sourire, l'hypothèse effrayante que les humains pourraient être la principale nourriture des démons. Elle lui demande alors si elle a déjà goûté à la cuisine humaine, ce à quoi elle répond avec assurance que oui. Elle évoque les petites misères du quotidien, comme se faire voler son coup de cœur ou travailler dur sans jamais être reconnu, et se demande si ce genre de monde ne serait pas mieux s'il disparaissait. Elle sourit doucement en affirmant que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui, tandis que notre héroïne, songeant à ses paroles, esquisse un léger sourire en tenant sa tasse de thé. L'autre confesse avoir aussi connu ces moments difficiles, où l'envie que le monde s'efface se fait sentir, notamment lors des matins où il est impossible de se lever. Notre héroïne, amusée, lui répond qu'il a de la chance de ne pas être le roi démon. Une jeune femme lance un sort avec détermination, mais son compagnon semble déconcerté et hésitant. Elle remarque son trouble et lui demande si quelque chose ne va pas, ce à quoi il répond par l'affirmative, visiblement préoccupé. Le jeune homme montre une épée qu'il a obtenue, vantant sa puissance et expliquant qu'elle ne brille que si le héros choisit la tient. Malgré ses dires, il semble dubitatif, car l'arme ne réagit pas lorsqu'il la brandit. Sa compagne, sceptique, le questionne sur l'authenticité de l'épée. Le jeune homme doute de ses capacités et avoue ne pas penser être un véritable héros. Sa compagne, sceptique, lui conseille de faire expertiser l'épée en ville, mais il révèle que Rizat-chan en est interdite. Malgré tout, il ne parvient pas à imaginer la moindre technique spéciale liée à l'arme, ce qui intrigue la jeune femme. Le jeune homme explique que les héros de chaque époque, au moment où le roi démon renaît, éveillent naturellement des techniques ultimes uniques. Il illustre cela avec des exemples. Le premier héros possédait la technique Heaven Slash, le 12e la Elise I Love You Mary Maître Slash, et le 22e la Grand Edge Ultimate. Sa compagne, surprise, questionne cette dernière, tandis qu'un autre personnage précise que cette technique a probablement été déclenchée par un pic émotionnel du 12e héros, ce qui provoque une réaction gênée chez Elise. La jeune femme s'étonne que le héros puisse utiliser la technique d'Elise, ce qui provoque une réaction sérieuse de sa part, qui craint les dégâts que cela pourrait causer. Elle s'interroge ensuite sur l'existence de techniques ultimes chez les héros des époques sans roi démon, mais il lui répond que ceux-ci doivent toujours laisser un héritage derrière eux. Il admet que trouver des noms pour des techniques ultimes en temps de paix est embarrassant. La jeune femme sourit en acquiesçant, tandis qu'il explique que la plupart reprennent simplement le nom de la première technique, Heaven Slash, en créant seulement une nouvelle technique. Haruto avoue qu'il ne parvient pas à imaginer une technique ultime, doutant peut-être de son aptitude. Elise, intriguée, le pousse à revenir au sujet principal. Soudain, elle s'exclame qu'il existe bien une technique ultime, surprenant leur interlocuteur. Une puissante explosion éclate, illustrant la technique ultime appelée l'Astral Break qu'ils ont utilisée lors de leur échange. Haruto, surpris, réalise que cette force provient de lui-même, tandis qu'Elise, rouge de confusion, confirme avec enthousiasme cette révélation inattendue. Haruto, encore surpris, comprend que cette puissance n'est pas la sienne, mais celle du corps et de l'aptitude du héros légendaire. Déterminé, il décide de tester cette force mystérieuse. Son regard se fait soudainement intense, prêt à dévoiler un art secret transmis depuis la 23e génération, le maniement de l'épée à la manière d'un héros. Haruto tente d'invoquer la technique ultime Astral Break, mais rien ne se produit. Elise, surprise, réalise que cette puissante capacité appartient en réalité au prêtre, ce qui laisse notre protagoniste frustré et déterminé à ne pas abandonner. La jeune femme lance un sort puissant, Archive Lock, pour sceller quelque chose d'important. Pendant ce temps, une autre, visiblement épuisée,
exprime son ennui tandis qu'une troisième arrive, haletante, dans la pièce. Épuisée, la jeune femme supplie d'être soignée au plus vite, la servante, moqueuse, lui reproche de venir encore une fois chercher de l'aide sans raison valable, avant d'avouer qu'elle n'a plus de mana pour la soigner. Une discussion s'engage sur la magie de dissimulation utilisée, jugée particulièrement agaçante. La servante, à bout de souffle, révèle qu'elle fait face à une quantité absurde de rapports de décès concernant Yushasama. La servante s'interroge sur l'usage du courrier papier pour transmettre des informations alors que la magie permettrait d'envoyer les données instantanément. Elle explique que chaque message doit être protégé par de puissants sorts de sécurité, ce qui complique la procédure. Une autre personne souligne que tout le monde sait déjà que Yushasama meurt fréquemment, remettant en question la confidentialité de ses rapports. Elle dévoile des statistiques alarmantes. Ce territoire affiche un taux de mortalité héroïque de 90% et un taux de monstre à 80%. Avec de telles données, elle suggère qu'il serait possible de gagner beaucoup d'argent en tant que consultante. Elle suggère que l'analyse des données pourrait révéler les faiblesses du héros. Une réflexion s'ensuit sur les raisons pour lesquelles le bureau des héros souhaite garder ces informations secrètes, évoquant un possible contrôle sur Yushasama. Finalement, elle minimise la situation en parlant d'allocation et de traitement fiscal, ce qui laisse l'autre personnage dubitatif. Déterminée, elle décide de déployer son ultime atout pour protéger la vie et l'argent de Yushasama. Concentrée, elle lance un puissant sort, Archive Lock, prêt à révéler ou sécuriser des informations cruciales. La magie déployée est d'une puissance impressionnante, déchaînant une énergie intense autour d'elle. La jeune femme en subit les effets, visiblement mal à l'aise, tandis que son adversaire savoure la situation avec un sourire narquois. Une lettre scellée flotte au centre de ce tourbillon d'énergie, symbole de l'enjeu crucial de ce combat d'information. Une jeune femme en tenue de servante lance un sort avec assurance, tandis qu'un homme à la cape semble fatigué. Elle le taquine sur ses récents ennuis, lui rappelant qu'il se fait souvent attaquer au cou. Le jeune homme s'interroge sur ce que combat la servante, qui lui répond avec étonnement. Elle explique que ces créatures, malgré leur apparence adorable, sont redoutables. Elles attirent leur proie avec un air mignon avant de mordre violemment au niveau de la carotide. Le jeune homme admet qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse chez ces créatures, mais il existe une méthode pour les éviter. Il propose de porter un objet qui les tromperait en leur faisant croire qu'on fait partie de leur espèce. La servante trouve cette idée adorable, tandis que le héros accepte à contre-cœur, préférant cela à mourir. La servante suggère avec enthousiasme de simplement jeter une cape par-dessus l'objet, une idée qu'elle trouve adorable. Le héros, peu convaincu, avoue que cela lui semble encore pire. Malgré tout, il accepte à contre-cœur, préférant cette solution plutôt que de risquer la mort. Le héros refuse catégoriquement de porter cet objet, préférant affronter les créatures avec sa propre force plutôt que de se déguiser ainsi. La servante insiste avec insistance, mais il s'élance déjà, déterminé à combattre sans aide extérieure. La servante revient en fanfare, arborant fièrement un costume de lapin des plus provocants. Le héros, déconcerté, ne peut que s'excuser en silence face à cette nouvelle tentative. La servante, vêtue d'un costume de lapin, montre fièrement ses talents de sot, vantant sa puissance incroyable. Elle s'approche soudainement du héros, un sourire espiègle aux lèvres, et attrape son visage en affirmant avoir repéré son point faible. Le héros, déconcerté et rougissant, ne sait plus où se mettre face à cette provocation inattendue. La servante, toujours en costume de lapin, saisit fermement les oreilles de son déguisement, tandis qu'une autre femme, visiblement outrée, s'indigne face à cette tenue jugée indécente. La tension monte entre elles, révélant un contraste saisissant entre provocation et réprobation. La jeune femme lance un sort puissant, concentrant toute son énergie pour protéger le jeune homme. Ce dernier, soulagé, réalise qu'il est encore en vie et exprime sa gratitude avec émotion. Le jeune homme révèle que c'est un nécromancien qui l'a tué, ce qui choque profondément la jeune femme. Elle exprime avec force son dégoût face à cette réalité, soulignant à quel point la manipulation des cadavres est une abomination. Le jeune homme explique que, contrairement aux prêtres qui soignent et ressuscitent, les nécromanciens manipulent la mort d'une manière totalement opposée. La jeune femme frissonne d'horreur en réalisant à quel point cette magie est répugnante et inquiétante. Elle insiste pour qu'ils éliminent rapidement ses ennemis, qu'elle trouve plus effrayants que des insectes. Le jeune homme révèle que c'est Drezel, un nécromancien redoutable, qui l'a tué. La jeune femme, en étudiant ses notes, confirme qu'elle connaît ce nom, mais elle met en garde contre le danger que représente un tel adversaire. Lui, déterminé, affirme qu'il doit absolument le vaincre pour pouvoir trouver la paix après sa mort.
La jeune femme interroge notre héros sur sa capacité à tuer Drezel, tandis qu'il reste confiant, estimant que le corps principal de l'ennemi ne doit pas être si puissant. Ils reconnaissent ensemble la nature lâche du nécromancien, qui se cache derrière une armée de cadavres, mais restent perplexes sur la meilleure stratégie à adopter. Ils évoquent la stratégie utilisée par le précédent héros pour vaincre Drezel. Un faux héros avait été mis en place, tandis que le véritable héros se faisait passer pour un cadavre contrôlé. Profitant de cette ruse, il avait pu s'approcher suffisamment du nécromancien pour le terrasser. La jeune femme suggère que le nécromancien a peut-être oublié les événements d'il y a 20 ans, mais notre héros doute que la même ruse fonctionne cette fois. Il avoue ne pas avoir encore formé de groupe, ce qui complique sa mission. Il se demande aussi si son père aurait pu agir face à cette menace s'il était encore en vie. Haruto exprime ses doutes sur sa naissance et l'héritage de son père, tandis que la jeune femme lui rappelle avec légèreté que leur dieu leur enseigne à profiter de la vie dès la naissance. Elle évoque aussi les difficultés que rencontre son propre père à combattre le Mahou passé 40 ans. Haruto s'excuse, avouant qu'il est devenu timide, écrasé par l'héritage exceptionnel de son prédécesseur. La jeune femme lui demande alors ce qu'il pense quand Shinkan-sama est en difficulté, cherchant à comprendre ses véritables sentiments. Haruto s'anime soudainement, trouvant la situation de plus en plus captivante. La jeune femme explique que sa mère, bien que Shinkan, était une personne impulsive qui affrontait les difficultés avec force physique, prônant de surmonter ses faiblesses pour grandir. Une question est posée, cherchant à savoir si Yucha-sama ressemble à sa mère, ce à quoi il répond que sa mère partage ce même tempérament fougueux. Haruto se demande ce qu'il va faire face à cette situation complexe. Il décide finalement de réfléchir à sa manière, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Un puissant tremblement secoue les environs, mais la téléportation divine vers l'église a permis d'échapper au pire. Haruto et la jeune femme échangent un regard complice, convaincus que leur dieu est véritablement un être divin. Une nouvelle présence attire soudain leur attention. Haruto se sent troublé en pensant à l'injustice de sa résurrection, lui qui a connu la même mort que les morts-vivants contrôlés. Malgré cela, il est conscient que leur vie ne devrait pas être traitée différemment. Face à cette réflexion, il garde le silence quand la jeune femme lui demande ce qui ne va pas, répondant simplement que ce n'est rien. Déterminé à ne pas reproduire ses erreurs, il promet de se battre correctement la prochaine fois. Conscient de la souffrance des morts-vivants, il refuse qu'ils soient traités différemment. La jeune femme, attentive, lui conseille la prudence tandis qu'il s'apprête à affronter ce qui les attend. La jeune femme interpelle soudainement notre héros en le touchant vivement. Surprise, il se retourne, tandis qu'elle lui tend un charme, lui annonçant qu'elle lui confie cet objet. La jeune femme lui confie un charme en insistant pour qu'il ne meure pas et qu'il lui rende cet objet. Touché, il accepte avec sérieux, tandis qu'elle lui adresse un sourire confiant. Leur échange silencieux scelle une promesse pleine d'espoir avant le départ. Au quartier général de l'agence des héros, les observateurs astrologues et les prêtresses voyantes ont prédit l'apparition imminente de Drezel, l'un des 4 rois célestes. Celui-ci devrait surgir dans les prochains jours près de Belgrand, la cité-forteresse du nord nommée Balnar. Face à la menace grandissante de Drezel, un nécromancien dont les forces pourraient se multiplier rapidement, les héros reçoivent l'ordre strict de rester en alerte et de signaler immédiatement tout contact avec l'ennemi. Fidèles à leur devoir, ils s'engagent solennellement à respecter ces consignes. Roi et la prêtresse discutent de l'importance de leur mission, qui est d'un niveau exceptionnel, comparable à celui des 4 rois célestes. La prêtresse s'enthousiasme, voyant cette tâche comme une énorme promotion pour eux. La prêtresse reconnaît enfin la valeur des exploits de Roi, estimant que cette mission aurait dû lui être confiée bien plus tôt. Elle voit cette nomination comme une juste récompense pour son parcours exceptionnel. Roi, lui, tempère l'enthousiasme, insistant pour rester concentré sur leur devoir avant de célébrer. Malgré les encouragements à se réjouir, Roi insiste pour rester concentré et prêt à agir. Un messager annonce qu'un volontaire, approuvé par le quartier général, accompagnera leur mission de surveillance des 4 rois célestes, ce qui rassure notre héros quant à la compétence de cette nouvelle recrue. Un nouveau volontaire fait son entrée, provoquant la surprise et l'inquiétude de Roi. Ce dernier doute ouvertement de la capacité de ce mystérieux individu à affronter un nécromancien, craignant pour sa survie. Roi explose de colère, convaincu que l'organisation est vouée à la ruine. Il refuse catégoriquement de garder ce nouveau volontaire, préférant même s'associer à un insecte qu'à lui. Face à cette hostilité, le jeune homme tente de comprendre la source de cette animosité. Les compagnons s'interrogent sur l'attitude étrange de Roi, qui devient soudainement agressif dès que Haruto est dans son dos. Une elfe explique que Roi, habituellement réservé, se montre très bavard et passionné lorsqu'il parle de son rôle au sein du groupe.
même s'il déteste la présence du nouveau volontaire, Haruto, perplexe, se demande ce qui a bien pu se passer pour provoquer un tel changement. Roi accepte à contre-cœur que le nouveau volontaire les accompagne, mais lui ordonne de ne rien faire, le considérant comme un obstacle, puis, d'un ton sérieux et presque menaçant, il lui intime de ne surtout pas mourir, soulignant l'importance de sa survie. Cette déclaration surprend profondément le jeune homme. Le groupe se présente tour à tour, Nelly, prêtresse et amie d'enfance de Roi, Katharina, la magicienne sauvée par Roi, et Dordia, le guerrier, chacun révèle un lien fort avec Roi, soulignant son importance au sein de l'équipe. Le jeune homme, gêné de ne pas avoir de carte de visite, s'excuse timidement. En face, Roi sourit avec assurance, soulignant que la célébrité rend les choses différentes, car tout le monde connaît son nom. Leur échange révèle une complicité teintée d'humour, tandis que Roi taquine le jeune homme sur son humilité, la qualifiant de sarcastique. Le groupe se tient devant un immense portail magique, prêt à voyager vers Belgrand. Une inquiétude émerge quant au risque d'être traqué à cause de ce passage, soulevant la question de la sécurité du voyage. Le jeune homme explique que les portails situés en zone de guerre intense sont souvent sans surveillance, ce qui expose les voyageurs à des embuscades fréquentes. Il appelle cette situation la chasse au portail. Malgré son apparente nervosité, il parle calmement lorsqu'il aborde ce sujet lié à son travail. Une jeune femme interpelle Haruto pour lui poser une question sur ses propos précédents, soulignant avec humour qu'il semble considérer sa propre vie comme une simple ressource dans le plan d'opération. Haruto, un peu gêné, tente de répondre tandis qu'une autre voix s'inquiète déjà des conséquences d'une éventuelle embuscade au portail. Haruto explique calmement la tactique de la chasse au portail, où les embuscades sont tendues dès l'atterrissage. Il insiste sur l'importance de rester concentré en arrivant sur le champ de bataille, car une simple distraction peut être fatale. Face à cette mise en garde, une remarque taquine lui fait perdre ses moyens. Le groupe arrive enfin à Belgrand-Ouest, soulagé d'être sain et sauf. Une discussion légère éclate, taquinant Haruto sur ces mises en garde répétées qui ont rendu tout le monde nerveux. Soudain, une fumée inquiétante apparaît à l'horizon, attirant leur attention. Le village de Tahana, situé à la périphérie de la forteresse nord de Barnard, est en flammes. Au-dessus du chaos. Drezel, l'un des 4 rois célestes de l'armée du roi démon, observe la scène avec un sourire narquois, tandis que des villageois paniqués tentent de le reconnaître et de le supplier d'arrêter. Drezel se moque cruellement des villageois en leur disant que leur proche est déjà mort. Indifférent à leur désespoir, les habitants, paniqués, tentent de réveiller les blessés tandis qu'une mère protège son enfant en criant de ne pas s'approcher. Le village en flammes continue de sombrer dans le chaos. Une mère serre son enfant contre elle, le protégeant du danger qui les entoure. 2 hommes, armés et déterminés, se dressent face à une horde d'assaillants, prêts à défendre les derniers survivants du village en flammes. Le héros est surpris et interroge sèchement la présence de Drezel, l'un des 4 rois célestes, tandis qu'une femme protège un enfant et supplie de fuir. Drezel, assis nonchalamment, semble agacé par la reconnaissance et l'attention qu'on lui porte. Face à un monstre terrifiant surgissant des ruines fumantes, les survivants hurlent leur désespoir. Notre héros ordonne un rapport, consterné par la situation et la cruauté infligée à ces innocents. Le héros découvre avec étonnement que les innocents sont en réalité très faibles. Drezel, avec un sourire cruel, avoue qu'il cible ces faibles parce que c'est facile et qu'il prend plaisir à les éliminer. Son amusement macabre contraste avec la gravité de la situation. Un monstre gigantesque et terrifiant surgit des ruines en flammes, semant la panique parmi les survivants rassemblés en masse. Face à cette menace colossale, notre héros et ses compagnons se préparent à défendre les derniers villageois, prêts à affronter l'horreur qui s'avance. Notre héros réalise avec effroi que les 4 rois célestes sont d'un tout autre niveau. Malgré son désir de protéger les villageois, il se sent dépassé et cherche désespérément une solution. Soudain, Haruto, le fils du héros Léon, fait son apparition, prêt à affronter Drezel. Haruto prend rapidement les choses en main, décidant d'éloigner Drezel du village pour protéger les habitants restants. Avec une détermination froide, il ordonne l'évacuation des villageois, prêt à affronter seul cet ennemi redoutable. Drezel, amusé, le provoque en promettant de le tuer en premier. Haruto fonce droit vers Drezel, prêt à en découdre au cœur du chaos. Malgré l'ampleur du danger, il ne peut s'empêcher de s'interroger, troublé par la constance de cette présence qui semble toujours surgir au moment crucial. L'une des domestiques remarque que l'autre semble un peu abattue et lui demande si tout va bien. Celle-ci, en balayant, avoue que le héros ne vient plus beaucoup ces derniers temps. Ce qui l'inquiète, sa compagne la rassure avec un sourire.
affirmant qu'il reviendra sûrement bientôt et qu'il n'est pas du genre à se laisser abattre. La domestique au caractère un peu plus dur réprimande vivement sa collègue, qui répond d'un ton las mais amusé. Malgré cette petite tension, une complicité évidente les unit. Dans le silence solennel de la chapelle, une domestique se tient seule, son regard perdu vers l'autel, trahissant une inquiétude profonde, son esprit semble tourmenté par l'absence prolongée du héros, tandis que l'atmosphère paisible contraste avec ses pensées troublées. Seule dans la chapelle, elle se recueille avec ferveur, les mains jointes, cherchant un peu de réconfort face à l'incertitude qui la ronge, son regard fermé trahit une prière silencieuse, un espoir tenace que le héros reviendra bientôt, l'atmosphère paisible contraste avec le tumulte intérieur qui l'habite. La domestique au caractère plus dur remarque la ferveur de sa collègue et la taquine sur sa dévotion, cette dernière, surprise et embarrassée, laisse échapper un cri, trahissant son trouble face à cette remarque. La domestique au caractère dur rassure sa collègue en affirmant que le héros reviendra, même s'il doit mourir, cette dernière, choquée, réalise l'ampleur du danger qui plane sur lui. Haruto fonce à toute vitesse pour échapper à une créature monstrueuse au visage squelettique, dont la puissance fait exploser le sol sous ses pas, la tension monte alors que le combat s'annonce inévitable. Face au danger imminent, notre héros ordonne l'évacuation des villageois et la sécurisation des alentours. Katarina active immédiatement ses pouvoirs pour analyser la situation, la tension est palpable, chacun se prépare à agir sans perdre une seconde. D'un geste précis, notre héros parvient à dévier une attaque de la créature squelettique. Derrière lui, une horde de monstres avance en hurlant, menaçante et implacable. Katarina, au milieu des villageois, se prépare à défendre les civils avec détermination. Katarina se tient prête face à la horde de monstres, son bâton levé pour protéger les villageois. La nouvelle de l'évacuation complète des civils parvient à notre héros, qui se félicite de cette réussite. Malgré la tension, une inquiétude persiste quant à la capacité de notre protagoniste à affronter seul le danger qui approche. Haruto attire délibérément l'attention des monstres pour les éloigner du village, prêt à gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. Sa stratégie est claire, détourner l'agressivité des créatures pour protéger les civils. Katarina, consciente de son inquiétude, insiste pour qu'ils partent rapidement, tandis que la tension monte autour d'eux. Le monstre géant provoque notre héros en l'appelant lâche, tandis que la horde avance dans la forêt. Notre protagoniste esquive rapidement, prêt à engager le combat. Les créatures sont mises en alerte et lancent une chasse à l'homme, déterminé à le retrouver coûte que coûte. Haruto réalise qu'il est tombé dans un piège redoutable. Face à l'ennemi, il affiche une détermination farouche malgré la situation critique. L'affrontement éclate violemment, annonçant une bataille décisive. Une puissante explosion magique secoue le champ de bataille, utilisant des pions comme catalyseurs. L'inquiétude grandit alors que l'on craint la mort de notre héros, tandis que la stratégie et les ressources commencent à s'épuiser face à l'ennemi. Haruto fonce au cœur de la mêlée, défiant ses ennemis avec une détermination féroce. Un allié observe, stupéfait, la témérité de notre protagoniste qui joue avec les puissants 4 rois célestes. En pleine course, il déploie des pièges ingénieux, surprenant tous ceux qui le poursuivent. L'ennemi ordonne de ne pas laisser notre héros s'échapper, intensifiant la poursuite. Ce dernier riposte en créant un bouclier magique tout en repoussant ses assaillants avec une maîtrise impressionnante. Il parvient à neutraliser les soldats morts-vivants sans les éliminer, démontrant une stratégie à la fois offensive et défensive. Un observateur, impressionné mais inquiet, note que notre héros aurait pu éliminer l'ennemi principal plus tôt, mais sa réticence à détruire les morts-vivants le rend vulnérable. Cette naïveté pourrait bien lui coûter la vie, malgré sa puissance évidente. Un allié, surpris, remarque soudain un changement dans la situation. Haruto, concentré, prépare une nouvelle attaque face à une menace grandissante. L'ennemi principal surgit, imposant et menaçant, prêt à en découdre. Haruto lance une attaque puissante en sautant vers l'ennemi principal, qui riposte avec une magie noire dévastatrice. Un allié, choqué, exprime son dégoût face à cette soudaine escalade de violence. La tension monte alors que la bataille atteint un nouveau niveau d'intensité. Haruto réalise avec surprise que l'ennemi principal semble vouloir le protéger dès qu'il l'a aperçu, mais cette apparente protection cache une attaque imminente. Alors que l'ennemi déchaîne une puissante magie noire en criant son ordre de mort, la tension atteint son paroxysme, et le danger devient palpable. Pris dans une explosion de magie noire, notre héros encaisse la violence de l'attaque tout en se préparant à contre-attaquer. Malgré la douleur et la fumée qui l'entoure, il puise dans une technique secrète ancestrale, concentrant toute sa volonté pour riposter avec une détermination farouche. Son regard brûle d'un feu nouveau,
prêt à renverser la situation. D'un bond puissant, notre héros déclenche sa technique secrète, le Even Netherworld Slash. Son épée fend l'air avec une énergie dévastatrice, illuminant le champ de bataille d'une lumière éclatante. L'attaque s'abat sur l'ennemi, marquant un tournant décisif dans ce combat acharné. Notre héros s'élance dans un saut puissant, atterrissant avec force au centre d'une arène immense, où une foule nombreuse l'observe avec attention. Un jeune homme au regard surpris assiste à cette arrivée spectaculaire. Lui seul se tient face à une foule silencieuse, figée dans l'ombre, tandis que le soleil se couche lentement à l'horizon. Un calme lourd pèse sur l'arène, comme avant la tempête. Son regard déterminé fixe l'immense assemblée, prêt à affronter ce qui l'attend. Face à un paysage dévasté, le jeune homme réalise l'ampleur de la puissance de son adversaire. Seul contre tous, son regard trahit une inquiétude grandissante. Il est bien trop fort pour être affronté aisément. Il comprend enfin que quelqu'un a risqué sa vie pour le protéger. Cette révélation le frappe de plein fouet, mêlant colère et douleur. Dans son esprit, un mot résonne, lourd de reproches, idiot. L'attaque brutale d'un ennemi surgit soudainement, transperçant violemment le jeune homme. La douleur le fige, tandis qu'un spectateur, choqué, assiste impuissant à cette scène terrifiante. L'ennemi profite de l'instant de faiblesse pour attaquer brutalement, transperçant le jeune homme de part en part. La douleur intense le fige, tandis que les créatures l'encerclent, prêtes à frapper à nouveau. Un nouvel adversaire surgit, imitant le père du jeune homme pour le déstabiliser. Il révèle que la victime précédente n'était qu'un leurre, déclenchant un choc et une incompréhension profonde chez notre héros. Une opération de diversion se dévoile, bouleversant la donne du combat. Un nouvel adversaire se moque de notre héros, le provoquant en lui reprochant son manque de ruse. Tandis que le combat s'intensifie, une magie interdite se déclenche, enveloppant la scène d'une aura sombre et menaçante. Le jeune homme, en proie à la surprise et à la peur, cherche à comprendre la nature de cette nouvelle menace. Un nouvel ennemi se moque de notre héros, expliquant qu'il a délibérément feint une faiblesse au corps à corps pour le piéger. Il révèle avoir laissé le jeune homme à moitié mort, espérant ainsi pouvoir le contrôler, tandis que les créatures l'entourent, prêtes à attaquer. L'ennemi s'amuse à torturer notre héros en lui annonçant qu'il le forcera à tuer son propre père. Pris au piège et encerclé par des créatures hostiles, le jeune homme réalise qu'il ne pourra pas s'échapper aussi facilement. La tension monte alors que le danger devient imminent. Soudain, une puissante attaque magique tourbillonnante fonce vers notre héros, le forçant à se protéger en urgence. Pris de court, il exprime sa surprise face à cette offensive inattendue. De son côté, l'ennemi avance avec détermination, prêt à en découdre. L'attaque magique dévaste le sol, créant un cratère immense où notre héros est projeté. Deux témoins observent la scène, stupéfaits par la puissance déchaînée. Le jeune homme, blessé et fumant, tente de reprendre ses esprits au cœur de la destruction. Pour la première fois, il ressent la force d'un véritable lien en formant un groupe avec quelqu'un. Soulagé, il se réjouit que leur plan ait fonctionné, tandis qu'un regard intense trahit une émotion plus profonde. Pendant ce temps, une puissante magie tourbillonne dans les airs, annonçant un nouveau tournant décisif. Un personnage s'emporte, criant son incompréhension face à cette bataille de groupe chaotique. Notre héros, surpris par ce ton si élevé, se demande pourquoi il est la cible de cette colère soudaine. Il réalise qu'il doit analyser la situation pour comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière ce tumulte. Notre héros tente discrètement de charger son attaque spéciale, espérant passer inaperçu malgré une aura mystérieuse qui l'entoure, mais un allié, exaspéré, le réprimande vivement, soulignant l'évidence de son comportement trop voyant. La tension monte alors qu'il doit prendre une décision rapide sous la pression. Un allié s'emporte, dénonçant une nouvelle fois l'utilisation de sa propre vie comme ressource. En parallèle, un souvenir douloureux refait surface, celui d'avoir été considéré uniquement comme une force de combat, sans protection ni reconnaissance personnelle, ce qui le bouleverse profondément. La frustration monte, marquée par un poing serré, symbole de sa colère et de son impuissance. Malgré ses avertissements répétés, il est bouleversé de voir que son allié continue de risquer sa vie. Cette douleur révèle à quel point il tient profondément à lui, au-delà du simple combat. Une puissante incantation de résurrection est lancée dans la cathédrale, illuminant l'atmosphère d'une lumière mystique. Haruto, intrigué, observe attentivement ce phénomène étrange qui se déroule devant lui. Haruto se réveille dans une cathédrale majestueuse. Encore confus, il se rappelle avoir vaincu Drezel, mais un doute s'installe, l'incitant à rester sur ses gardes. Une femme au tempérament vif questionne notre héros avec étonnement et inquiétude sur les circonstances de sa mort. Lui, encore déconcerté,
la reconnaît comme la prêtresse qui l'a ramené à la vie après 3 jours d'efforts intenses. Haruto découvre que la cathédrale où il se trouve s'appelle Edelgrad, 2 prêtresses jumelles, Luvi et Safa, viennent à sa rencontre, expliquant qu'elles sont venues l'aider malgré leur emploi du temps chargé. Elle révèle que la prêtresse qui l'a ressuscité n'a pas pu accomplir cette tâche seule et a demandé leur soutien. La prêtresse exprime avec franchise à notre héros à quel point sa mort a été brutale, lui reprochant de ne pas mourir de façon plus normale. Gêné, il s'excuse timidement. Pendant ce temps, les 2 autres prêtresses, Luvi et Safa, s'éloignent en plaisantant, laissant notre héros reprendre ses esprits. Les 2 prêtresses, épuisées et vacillantes, confessent à quel point ressusciter un héros est une épreuve éprouvante. Elles regrettent que la prêtresse initiale soit là, car elles auraient alors pu briller en tant que génie capable de ramener quelqu'un à la vie à 2 seulement. Finalement, elles décident de se reposer un instant, encore sous le choc de leurs efforts. Haruto, encore un peu gêné, tente d'expliquer à la prêtresse qu'il a réussi à vaincre Dresel grâce au charme qu'elle lui avait confié. Même s'il n'a pas survécu à l'affrontement, la prêtresse l'écoute attentivement, son regard se faisant plus sérieux. La prêtresse rend au héros un objet marqué du symbole de la mort, qu'elle qualifie de maudit. Gênée, elle le repousse vivement, le trouvant répugnant. Soudain, elle invoque une flamme sacrée pour brûler cet objet dangereux. Malgré ses excuses, la prêtresse rassure notre héros en lui disant qu'elle en possède d'autres. Elle le félicite chaleureusement, heureuse qu'il soit revenu sain et sauf. Pris de court, il la remercie timidement, tandis qu'elle affiche un sourire rayonnant. La prêtresse explique que la malédiction des 4 rois célestes persiste encore, et conseille au héros de ne pas trop se pousser. Elle l'informe qu'il doit rester en repos jusqu'à ce que le département des héros trouve un moyen de lever cette malédiction. Le héros propose avec malice qu'on le brûle avec la flamme sacrée avant de le ranimer, ce qui fait paniquer la prêtresse. Celle-ci insiste fermement pour qu'il se repose sérieusement, soulignant qu'il n'a pas eu de véritable pause depuis longtemps. Ils discutent ensuite de la tranquillité de la région, tandis qu'une carte révèle qu'il se trouve loin du territoire du roi démon. La prêtresse, avec un regard doux et sincère, propose au héros de visiter la ville ensemble. Profitant de sa venue exceptionnelle, pris au dépourvu, il rougit légèrement avant d'accepter timidement cette invitation. Un léger suspense flotte dans l'air, laissant présager un moment important entre eux.